Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Moi, c'est LP. Aujourd'hui, on continue l'aventure de notre top 100 et on commence la deuxième moitié déjà. Oui, déjà la 6e semaine. Fait que je pense que c'est un bon moment pour rappeler aussi à tous nos chers auditeurs que nous nous étions fixé une date limite. Fait que tout ce qu'on a joué après le 1er janvier, dans le fond, tout ce qu'on a découvert, c'est pas dans notre liste. Fait quand même un certain temps qu'on est en train d'enregistrer ça prend du temps. Donc, notre meilleure liste, donc deuxième moitié des 100 meilleurs jeux de tous les temps, jusqu'en 31 janvier 2022. Et, 31 décembre 2022. Ouais, 1er janvier 2023. Ah oui, parce que si on ne mettait pas une date butoir d'arrêter de compter les nouveautés, on est tout le temps en train d'essayer des jeux. Fait que là, à un moment donné, ça finit plus de rechanger des affaires, des positions. Fait que là, on l'a gelé ça au début 2023, puis c'est cette liste-là. C'est quand même 4 ans et un quart, ou proche de 4 ans et demi. Depuis notre dernière fois, parce qu'on l'a fait en 2018. Oui, 2018, mais à l'automne. À l'automne 2018. Voilà. Parfait. Aujourd'hui, on commence avec la position numéro 50. Vas-y donc. Je vais avec numéro 50, qui est un énorme jeu d'une compagnie que j'aime beaucoup, qui est de Chip Theory Games. Et je nomme cette fois-ci Cloud Spire. Cloud Spire, c'est un... je ne me rappelle plus le terme qu'ils utilisent pour ce genre de jeu vidéo-là. Mais dans le fond, c'est un jeu où chaque joueur... C'est un jeu... Un MOBA, c'est ça? C'est pas un genre de jeu vidéo que je joue, fait que je ne saurais te dire. Tu me préciseras si c'est ça au fur et à mesure de la description. Mais chaque joueur, dans le fond, c'est un jeu à la base qui est compétitif. Il y a un mode coopératif à 2, un mode solo également. Dans le mode de base, chaque joueur va se choisir une faction. Chaque faction va venir avec sa propre forteresse. On va déployer des espèces de tuiles en néoprène qui sont pas hexagonales, mais qui ont une forme, je sais pas comment ça s'appelle cette forme-là, une espèce d'hexagone avec des espèces de tuiles qui vont sortir de cet hexagone. On fait une map comme ça. Puis dans le fond, l'idée, c'est que sur 4 manches de jeu, on va recruter des unités en début de tour, on va déployer ces unités, puis les unités, une fois qu'on va avoir fait notre phase de préparation puis de déploiement, nos unités vont partir seules, autonomes, grandes, et vont se rendre en suivant une espèce de mouvement mécanique vers la forteresse de l'ennemi pour tenter d'abattre cet ennemi-là. Et parallèlement, l'ennemi va faire la même chose, évidemment. Fait que nos unités vont risquer de se croiser dans le centre de la map. Puis, on a des héros qu'on contrôle en plus. Là, à travers ça, on a un meilleur contrôle là-dessus. Fait que, tu sais, Cloud Spire, c'est un jeu qui t'offre énormément de possibilités stratégiques parce que, comme tous les jeux de Chip Theory Games, c'est très, très, très asymétrique entre les différentes factions. Les règles de base sont les mêmes pour tout le monde, mais les pouvoirs que les factions vont développer, la façon dont les factions vont s'utiliser, ça va être très, très asymétrique. Fait qu'on a une faction qui va jouer sur les pouvoirs psychiques puis qui va téléporter ses unités. Il y en a une autre qui va littéralement s'enterrer. Il y en a une autre qui va... les unités végétales vont se transformer entre elles, vont se métamorphoser. Il y a les espèces de nains qui vont être plus efficaces pour construire des tours parce qu'évidemment, tu es dans un jeu de ce type-là. Donc, on va pouvoir construire des tours qui vont attaquer automatiquement les ennemis qui rentrent dans leur zone d'effet. Puis on va pouvoir améliorer ces tours-là avec le temps. Fait qu'il y a vraiment l'espèce de feeling de ce type de jeu vidéo-là. Je construis mes tours, j'envoie mes unités, tu fais la même chose de ton côté, avec un système de règles extrêmement bien fait. La raison pour laquelle il n'est pas plus haut, probablement, c'est parce qu'il est extrêmement complexe aussi, très lourd au niveau des règles, énormément de mots-clés à devoir maîtriser, comprendre pour atteindre une certaine fluidité dans le jeu. Moi, quand je joue en solo ou avec quelqu'un, je suis rendu à posséder cette fluidité-là, mais je ne suis pas la personne en face de moi. Fait qu'il faut constamment que j'aide l'autre personne, etc. Fait que c'est un jeu quand même très, très lourd au niveau des règles, mais extrêmement intéressant dans la profondeur de ces règles. On a vraiment plein de possibilités tactiques avec les différentes factions qu'on va essayer. Puis je rajoute quand même, pour terminer, qu'on a le mode
Coopératif, c'est une campagne où on peut jouer en contrôlant 2 factions puis faire toute une campagne qui suit. Puis le mode solo, c'est une autre campagne différente. Fait que c'est super intéressant aussi de posséder ce jeu-là en solo puis toujours avec les composantes extraordinaires que Chip Theory Games offre à chaque fois. Donc, mon choix numéro 50, Cloudspire. Je n'ai pas encore joué à Cloudspire. Je te dirais que le fan de jeux de Tower Defense en moi aimerait ça un jour essayer ça. Mais, c'est un des. Dans le genre dans ce genre-là, c'est un des meilleurs que je connais. Puis il reproduit vraiment bien ce que le jeu vidéo offre, là, les espèces de. Qui s'appelle Kingdom, je sais pas quoi. Là. League of Legends un peu. Ouais, ce genre-là. Là, je construis, ça part tout seul. Il y a juste mon héros que je contrôle vraiment, mais t'as une phase du jeu qui est super importante que bon, j'ai recruté ces 5-6 unités-là, parfait, dans quel ordre je les fais partir. Ça, c'est toi qui décides dans quel plan que lui, il a tant de déplacement, lui, c'est temps, fait que c'est lui qui va arriver en premier, il attaque de temps, il va être capable d'attaquer à tour qui est là. Fait quand même beaucoup de stratégie. Super. Pour mon numéro 50, j'ai choisi un de mes classiques qui est Kemet. Donc, jeu thématique égyptienne. Un jeu de confrontation, contrôle de territoire, un jeu où ici on va moduler un peu les pouvoirs de notre faction au cours de la partie. Donc tout le monde commence identique et pendant la partie on va développer un peu différentes sphères dans le jeu. Donc on peut développer les temples, on peut développer les skills offensifs ou les skills défensifs. Puis on va avoir justement une pyramide qui représente chacune de ces sphères d'influence-là, qui sont des gros D4 dans la première édition. Puis là, je fais exprès de vous montrer la première édition. Parce que je boude un peu la deuxième édition de ce jeu-là. Puis c'est un peu pour ça qu'il a dégringolé, je pense, quelques rangs, parce que c'était un jeu qui était en 15e position dans mon ancien top 100. Fait qu'il a quand même perdu plusieurs positions, mais je l'aime quand même encore beaucoup. Fait qu'on va devoir upgrader nos pyramides. On a une petite gestion de ressources, qu'on va générer des ressources qui sont des anques qu'on va dépenser pour justement améliorer nos pyramides, qui vont nous donner accès à plus de tuiles pouvoir. On va acheter des tuiles pour se donner différents pouvoirs. Fait que c'est vraiment nous autres qui va personnaliser les pouvoirs de notre faction. Est-ce que je vais être meilleur en me déplaçant? Est-ce que je vais aller recruter un monstre qui a une habileté à lui? Est-ce que je veux aller... est-ce que je veux avoir des pouvoirs défensifs? Est-ce que je veux des pouvoirs spéciaux qui font que je fais plus de ressources? Des trucs comme ça. Fait que tu vas décider comment tu t'enlignes. Puis le système de prise d'action, c'est un mini-jeu de placement d'ouvriers. Là. On a tous une pyramide sur notre plateau qui a différentes rangées. Puis dans le fond, il faut que pendant la ronde, tu actives au moins une action sur chacune des rangées de ta pyramide. Fait que ça devient une espèce de petit casse-tête. Tu peux pas nécessairement tout le temps refaire la même action parce qu'elle n'est pas nécessairement disponible présentement dans ta pyramide. Fait que tu as ce petit côté-là pour gérer les actions que tu fais. Puis c'est un jeu qui fonctionne avec des points de victoire temporaires et des points de victoire permanents, ce qui est quand même un concept rare dans certains jeux. Donc, si tu inities une bataille et que tu la gagnes, tu vas gagner un point de victoire permanent pour avoir gagné cette bataille-là. Mais si tu contrôles un temple, par exemple, tu vas gagner le point de victoire temporaire parce que tu es celui qui contrôle le temple. Mais si évidemment quelqu'un vient se battre avec toi et te tasser, ben là, c'est lui qui va contrôler le temple. Donc c'est lui qui va prendre possession de ce point de victoire-là temporaire. Fait que c'est un concept quand même intéressant qui va faire que justement ça va créer les interactions autour de la partie. Puis comme vous voyez la carte, les territoires sont très proches les uns des autres. C'est pas un jeu qu'on est chacun dans notre coin pendant 4 tours, puis après ça, on finit par s'attaquer. Tu peux t'attaquer au premier tour dans ce jeu-là, parce que t'es à peu près à 2 déplacements d'à peu près toutes les cases du plateau. Puis t'as un système que tu peux te téléporter avec des obélisques. Fait que il n'y a rien qui est loin physiquement de tes unités. Fait que tu vas rapidement être dans l'action. Fait que super le fun comme petit jeu de contrôle de territoire. Puis justement, sa force, c'est que c'est un jeu, honnêtement, qui se joue généralement en 1h30. Fait que c'est pas un jeu qui va s'éterniser ou qui va tourner en rond éventuellement. Sauf la deuxième édition, qui n'ont pas compris ce que c'était une de leurs forces, puis qui ont scrappé ça en changeant la règle de déclenchement de fin de partie. Donc, bref, si vous jouez, prenez les règles de la première édition, vous allez avoir plus de plaisir, je pense, parce qu'il est efficace quand il dure 1h30 et non pas quand il dure 3 heures. Okay. Fait que c'est Kemet, mon numéro 50. Le seul jeu où j'avais la première édition, je l'ai donné pour acheter la deuxième édition. J'ai joué à la deuxième édition et là, j'ai échangé ma deuxième édition contre une première édition. Donc, je suis revenu à la première édition. C'est la première fois que je fais ça. D'après moi, ça va être la seule aussi. C'est assez spécial, là. Ouais. Donc, voilà. Voilà, c'était mon numéro 50. Fait que je continue avec mon 49 d'une compagnie que j'aime beaucoup qui s'appelle Pandasaurus Games. C'est
peut-être, là, je vais vérifier, je ne me rappelle pas par cœur, peut-être mon jeu abstrait favori de la liste. C'est un jeu qui vient de sortir en français, d'ailleurs. Ben, pas de sortir, mais qui vient d'être annoncé en français. Il va sortir prochainement. Il est sorti en Europe. Il est sorti en Europe. Donc, il s'appelle That Time You Killed Me. En français, c'est quoi, non? Demain, tu m'as tué, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Je peux te le sortir ici. C'est effectivement Demain, tu m'as tué. Exactement. Fait que That Time You Kill Me, c'est un vrai petit jeu de type échec, là, donc très abstrait. On a 3 petits plateaux devant soi de 4 cases par 4 cases. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'éliminer les pièces de son adversaire de 2 des 3 plateaux. On va éliminer les pièces en se déplaçant sur la case d'une de ces pièces-là et en la repoussant. On va pousser la pièce quand on fait ça. Puis si on réussit à pousser la pièce sur un mur ou sur un objet immuable, ben, la pièce va être détruite, on va la capturer, puis quand on a réussi à nettoyer 2 des 3 plateaux de son adversaire, on va gagner la partie. C'est un jeu évidemment strictement à 2, c'est un jeu très 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 tactique et stratégique. La grande particularité de ce jeu-là, c'est que sa thématique, il y a une thématique de voyage dans le temps, où on va se courir après à travers différentes époques. Fait que nos 3 plateaux représentent littéralement le passé, le présent, le futur. Fait que dans les actions qu'on peut faire, on va pouvoir passer d'un plateau à l'autre en voyageant dans le temps. Mais là, il va falloir être prudent parce que si je quitte un plateau, ben, potentiellement que le plateau que j'ai laissé derrière, s'il n'y a plus personne dessus, ben, mon adversaire va gagner la partie plus facilement. Puis il y a des règles à suivre. Si j'avance dans le temps, bon, OK, tout est bien, mais si je recule dans le temps, je vais laisser des espèces de clones de moi-même dans le passé ou dans le futur. Fait qu'il y a je vais dédoubler mes personnages comme ça. Il va falloir que je fasse attention. Si j'ai 2 personnalités, 2 jetons dans la même époque, si mon adversaire pousse l'une des 2 sur l'autre, ça va créer un paradoxe. Les 2 vont être éliminés d'un coup. Et ça baisse sa plus belle twist à ce jeu-là. Dans des règles très simples, on se déplace, on voyage dans le passé, dans le futur, ou on pousse son adversaire. On rajoute 4 petits paquets comme des mini-extensions, si on veut, des modules de jeu qu'on peut rajouter dans le jeu. Puis chaque module va venir ajouter une règle. Par exemple, celui qu'on voit devant ça, c'est le module avec les arbres, qui fait que si on plante une semence d'arbre dans une des époques, mais à l'époque suivante, la semence sera devenue une espèce de petit buisson, puis à l'époque suivante, un arbre qu'on va pouvoir faire écrouler sur son adversaire. Fait que ça t'ajoute beaucoup de possibilités. Vraiment type Back to the Future où les espèces, des fois, ça me faisait penser à des vieux jeux vidéo comme Chrono Trigger où je pouvais aller faire quelque chose loin dans le passé puis ça avait une influence sur le présent. Fait que je peux prendre une action pour planter une semence-là en sachant que j'ai déjà un pion dans le futur qui est placé pour pouvoir pousser l'arbre qui va tomber sur l'un de tes pions. Si tu ne l'as pas vu à l'œil, mais je peux te piéger comme ça. Puis les 4 modules ajoutent vraiment 4 choses très différentes les unes des autres, mais toujours avec le concept de ce que je fais dans le passé va influencer le présent et le futur, ou vice-versa. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant comme jeu. Puis c'est un jeu très, très, très casse-tête, plus qu'il n'y paraît la première fois que tu l'expliques, avec du matériel très sympathique. Puis il t'offre pas énormément de matériel, t'en offres, mais ce qu'il t'offre, c'est vraiment de très bonne qualité, des petits jetons en plastique, petits plateaux carrés comme ça. C'est super, super, super bon. Si tu cherches un jeu abstrait, là, je ne saurais trop recommander ce jeu-là, That Time You Killed Me. Puis je veux souligner que la localisation en français de Yellow a une de tes citations derrière la boîte. Dans les citations d'experts. Oui, brillant de simplicité, merveilleux dans sa profondeur, ou l'inverse. Quelque chose comme ça, ouais. Merveilleux de simplicité, brillant dans sa profondeur, quelque chose comme ça. Fait que ceux qui l'achètent en français, vous allez pouvoir avoir la citation d'LP sur votre boîte de jeu. Ça m'aurait fait plaisir. Voilà. Super. Mon numéro 49, c'est Blood Rage. Ah, un classique. Oui. Je pense qu'il était déjà sur ta dernière liste. Oui, il était d'ailleurs en position 47, fait qu'il est à peu près à la même place, fait qu'il est pas mal conservé son rang. Blood Rage, c'est celui que je préfère dans la trilogie justement d'Eric Lang, de ces jeux mythologiques avec Simon. Là. Donc Blood Rage, Rising Sun et Ankh. Fait que c'est le seul qui va être dans mon top 100. Soyez pas déçus. Vous ne reverrez pas les autres. Donc, Blood Rage, ça a été le premier. Puis pour moi, c'est mon préféré. C'est un jeu qui a l'air d'un gros jeu de guerre, de contrôle de territoire, mais qui est plus que ça. Qui est pas nécessairement ça, en fait. C'est vraiment une dynamique différente. Puis c'est un peu un concept qui a repris, je pense, dans cette trilogie de jeux-là. C'est des jeux qui ont l'air d'être un gros jeu de guerre, mais c'est des jeux où on doit faire des points de victoire. Fait que c'est une trilogie un peu de jeux hybrides. Là. Fait qu'il y a comme mâché un peu les jeux Ameritrash avec les jeux Euro. Puis essayer de faire des bébites un peu bizarres avec ça.
Puis c'est ce qui fait, je pense, la beauté de ces jeux-là, c'est cette originalité-là dans le design. Puis dans Blood Rage, on va essayer de faire des points de diverses façons. Oui, on peut contrôler des territoires, faire des quêtes, puis gagner des points, mais il y a plein d'autres façons de faire des points. Tu peux faire des points, évidemment, en remportant des combats, en remportant de la gloire. On est dans la thématique viking. Tu peux faire des points en envoyant tes guerriers au Valhalla. Donc, tu peux faire des points, des fois plus de points en perdant un combat qu'en le gagnant, dépendant de la stratégie que tu es en train de déployer. Puis c'est un jeu qui est drivé avec des cartes. Fait que c'est un draft de cartes qu'on va faire. Fait qu'à chaque manche, on va piger une main de carte, puis on va choisir une carte à la fois en faisant circuler les mains de cartes d'un joueur à l'autre. Fait que toute cette tension-là qui s'installe dans le draft en disant, OK, là, cette carte-là est vraiment bonne, mais je veux pas laisser telle autre carte à l'autre joueur à côté parce que j'ai envoyé ma main après. Fait que là, t'as des choix intéressants à faire. Puis t'as des cartes qui vont influencer les combats, qui vont des habiletés qui vont se manifester quand on va se battre. T'as des cartes qui sont des quêtes, t'as des cartes qui sont des améliorations pour ton clan, fait que tu peux gagner des pouvoirs pour le reste de la partie. Tu peux augmenter tes guerriers, augmenter ton chef, augmenter ton bateau. Tu peux recruter des monstres mythologiques, encore une fois, un peu comme dans Kemet, là, qui ont chacun des gros pouvoirs différents. Fait qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire, même si, tu sais, oui, les cartes, il n'y a pas nécessairement 12 000 stratégies différentes. Mais c'est tout le temps un jeu où il y a une espèce d'aspect de bluff, parce que des fois, tu vas justement déclencher un combat pour brasser à la merde un peu, que le monde aille se battre, aille gaspiller des cartes. Puis là, je voulais pas le gagner ce combat-là finalement. Puis après ça, je vais aller ailleurs, je fais une diversion. Fait que tu as tout le temps d'essayer de comprendre ce que ton adversaire ou tes adversaires sont en train de faire, ce qui fait partie de la beauté du jeu. Je l'ai rejoué dernièrement, ça fait peut-être 3-4 semaines que j'ai rejoué à Blood Rage. L'année passée, j'ai rejoué au moins 2-3 fois. Fait que c'est un jeu qui ressort régulièrement à chaque année parce que justement, je l'aime beaucoup. Puis je suis tout le temps content d'y rejouer puis de le faire découvrir à d'autres mondes. Donc, Blood Rage, mon numéro 49. Je peux pas croire que tu n'as pas joué encore. Ben, tu vois, puis ce que j'allais dire, c'est que même moi, j'ai pas joué, puis c'est quand même mon préféré de cette trilogie-là. Parce que t'as joué aux 2 autres. Ouais. Point. J'ai mieux aimé, je te dirais, les règles globalement, je pense, de Hank que de Rising Sun. Mais la fin de Hank, je la trouve tellement que ça finit en queue de poisson. Ouais. La fameuse règle du merge que certains aiment et que d'autres détestent. Je fais partie du deuxième camp. Ouais. Donc, je continue avec mon 48, qui est un jeu, le premier jeu que j'ai connu de ce duo de designers, qui est devenu avec le temps mon duo favori, je pense, de Mind Clash Games, le jeu Trickeria, The Legends of Illusion. Ça va être un jeu que ça va être dur de résumer ça en 3-4 minutes, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Je vais y aller premièrement avec une des choses qui m'avait attiré à la base, c'est sa thématique. Donc, ce jeu-là, on est des illusionnistes, fait que des magiciens du peut-être 18e ou 19e siècle, mais pas des magiciens... dans le sens qu'on a des pouvoirs surnaturels, des illusionnistes, fait qu'on organise des spectacles, qu'on va tenter donc d'attirer des spectateurs à ces spectacles-là pour faire des points de victoire. C'est un jeu très, très euro, donc sa mécanique de base, c'est du placement d'ouvriers. On voit que c'est très, très léger au niveau des composantes de l'iconographie. Il n'y a rien pas tout. Il n'y a presque rien dans ce jeu-là. Ce jeu-là, dans le fond, les choses qui vont le démarquer, c'est du Mind Clash Game. Fait qu'on est dans le euro très lourd. De base, on va avoir une phase de programmation où on va avoir à préparer d'avance quels ouvriers on va envoyer où. Nos ouvriers vont avoir différentes valeurs. Le magicien lui-même a une plus grande valeur que son assistant ou que son ingénieur. On peut engager du monde pour aller chercher des ouvriers supplémentaires. Puis dépendamment, on les envoie où pour aller faire les différentes actions. Mais il va y avoir différents niveaux d'efficacité selon quel ouvrier on envoie où. Fait qu'on peut aller chercher des ressources, évidemment. On peut aller développer des nouveaux tours de magie. On peut aller chercher des espèces de cartes. On peut aller réserver l'heure et la journée où on va aller faire son spectacle. Parce qu'évidemment, un spectacle, si on est le premier à aller chercher la position du vendredi soir à 19h, on va avoir davantage de chances de marquer des points à notre spectacle que si on prend le mardi matin à 18h, à 11h le matin. Les différents lieux, l'espèce de scène qu'on voit dans le coin, il va y avoir des lieux qu'on peut aller réserver comme ça. Puis il y a plusieurs mécaniques super intéressantes. Sur son plateau personnel, on va développer les tours qu'on a. Fait qu'on va avoir besoin de les préparer, ces tours. Pour les préparer, on va avoir besoin de ressources. Dans ce jeu-là, les ressources, c'est littéralement la corde que je vais utiliser pour préparer mon tour, puis l'oiseau que je vais cacher dans ma veste, puis les différents accessoires. Fait que tu as comme 12 ou 14 ressources dans le jeu, mais il y en a toujours juste un certain nombre qui sont limitées. Fait qu'il y a une phase de planification qui est importante. On a toujours les ressources qui sont présentement disponibles
au marché, puis si j'ai besoin d'une ressource qui n'est pas là, ben, je peux prendre une action pour commander cette ressource-là qui arrivera au prochain tour. Fait que je vais avoir à décider quelle ressource va quitter le marché. Fait qu'il y a un petit côté quand même un peu cutthroat dans le jeu, dans la mesure où si je me rends compte que toi, tu as vraiment beaucoup besoin de la corde, par exemple, ben, je vais dire parfait, fait que moi, je vais aller chercher telle ressource. Il y a comme 3 catégories de ressources. Il y a les matériaux en tant que tels, là, genre la soie puis le bois pour construire mon stage. Il y a des ressources plus avancées, puis ainsi de suite. Fait que je vais dire c'est telle ressource qui s'en va, puis telle autre ressource va arriver. Mais là, pendant ce tour-là, la ressource qui s'en va est encore disponible, puis c'est juste à partir du prochain tour que la ressource va arriver, je vais aller pouvoir l'acheter, à moins que je fasse telle action, on va en payer un surcoût pour aller la chercher tout de suite. Rajoute à ça plein de cartes que je peux aller chercher. Tu sais, c'est un jeu, il y a un terme en anglais, là, involves, c'est un jeu qui te demande beaucoup de concentration, beaucoup de préparation, mais c'est un jeu tellement satisfaisant. Quand tu arrives pour faire un spectacle en tant que tel, tu as des espèces d'enchaînements de cartes que tu dois jouer pour faire une espèce de série d'icônes qui vont suivre. Puis tu peux littéralement intervenir pendant le spectacle des autres joueurs, selon le positionnement que tu as fait dans la phase de placement d'ouvrier, pour dire je vais être un invité spécial dans ton spectacle. Fait que je vais profiter de ton spectacle pour essayer d'aller marquer quelques points en allant faire mon petit tour de téléportation pendant ton gros show à toi. Fait que thématiquement, il est super bien réussi, comme la plupart des jeux de Mind Clash. Son plus gros défaut, c'est probablement que en fait, c'est pas tant le défaut du jeu que le défaut de la compagnie, dans la mesure où c'est une compagnie qui se fait beaucoup compétition à elle-même dans le créneau que ces jeux occupent, ben, dans ma ludothèque personnelle, à la limite. Là. Pas parler pour les autres joueurs, évidemment. Fait que leurs jeux, nous reparlerons probablement de d'autres, mais leurs jeux se font beaucoup compétition entre eux parce que ce sont tous des jeux très lourds, euros, avec beaucoup de règles, etc. Fait que c'est difficile de le choisir auquel on va jouer ce soir. Puis le Tricarion, c'est celui qui malheureusement qui sort le moins dans les différents jeux, dans certains jeux de Mind Clash que je vais avoir dans ce niveau de complexité-là. Fait que je le vois probablement tranquillement glisser éventuellement hors de mon top 100, mais pour l'instant, ça reste un excellent jeu. Ça fait un peu moins d'un an la dernière partie que j'ai joué. Puis ce type de jeu-là, il y a le défaut que tu as toujours à te replonger beaucoup dans les règles si tu ne joues pas avec une bonne fréquence. Fait que ça le rend. Son accessibilité fait qu'il a reculé parce qu'il était quand même en 18e position la dernière fois. Là. Il était en 48e position. Puis c'est pour cette raison-là. C'est parce que j'aimerais le sortir plus souvent, mais il y en a trop qui font compétition. Moi, je l'ai essayé pour la première fois l'année passée, justement. OK. Puis j'ai moins aimé l'aspect programmation. Des ouvriers. Dans ce genre de jeu-là, parce que tu peux jamais te revirer. Non, ça peut scraper complètement un tour. Ouais. Puis c'est un jeu que le nombre de tours est limité. Fait que, je sais pas, mettons, la partie dure 8 tours, là, je dis ça comme ça, je me souviens pas exactement du nombre de tours. Là. Mais, si pendant 2-3 tours, ce que tu essayé de faire, ça n'a pas marché parce que les autres t'ont allé prendre avant toi les affaires que tu voulais. Puis là, ton ouvrier, finalement, tu le mets à quelque part, mais il sert à rien parce que finalement, j'ai pas réussi à avoir l'argent qu'il me fallait pour acheter telle affaire. Ou j'ai pas réussi à avoir la ressource pour faire mon spectacle. Fait que là, celui que j'ai mis au spectacle, il sert à rien. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est un jeu que tout c'est probablement leur plus impardonnable c'est ça. Dans ce qu'ils ont fait. C'est leur premier aussi. Fait qu'ils se sont évidemment améliorés avec le temps. Fait que c'est ça pour. Tu as tout à fait raison. Je suis d'accord 100% avec toi. C'est un jeu qui est plus coupe-gorge que leurs autres. Là. Tout à fait. Pour mon numéro 48, c'est drôle parce que c'est un jeu que j'ai découvert strictement sur BGA. Parce qu'il n'est pas trouvable nulle part, parce qu'il est out of print. C'est Cacao. OK. Je m'en doutais. Donc, Cacao, un petit jeu de placement de tuiles de Phil Walker Harding, un auteur que j'aime quand même beaucoup. Parce que c'est toujours un auteur qui fait des designs ultra simples en règle. Souvent, c'est l'auteur qui a fait Sushigo, qui a fait Imhotep. Souvent, c'est des jeux ultra simples. Mais c'est des jeux qui ont tout le temps une petite profondeur de stratégie, le fun à aller chercher. Fait que même si c'est des jeux familiaux en complexité, les choix puis la stratégie qu'il faut que tu fasses dans ces jeux sont le fun. Fait que je trouve que c'est toujours le fun de découvrir ses designs à lui. Okay. Puis Cacao, dans le fond, c'est un placement de tuiles commun. Fait qu'on va construire un plateau commun avec des tuiles qu'on va avoir dans nos mains. Fait qu'on va tout le temps avoir plusieurs tuiles dans nos mains. Puis les tuiles vont avoir autour d'elles-mêmes des ouvriers qui
qui vont être des petits meeples dessinés dans le fond sur les côtés de tes tuiles. Fait que quand tu vas placer une tuile avec des meeples, tu vas pouvoir activer les emplacements où il y a les meeples vis-à-vis les autres tuiles du plateau. Fait que dans le fond, tu vas placer une tuile d'ouvrier, puis tu vas placer une tuile générale, si on veut, là, qui sont les tuiles qu'on veut activer. Fait qu'on va construire tranquillement ce plateau-là. Puis, dans le fond, tu sais, si moi je mets une face qui a 2 meeples devant, je sais pas, un champ de cacao, ben là je vais gagner 2 cacao, ben j'ai mis 2 meeples. Puis après, si je mets une tuile avec 3 meeples devant un village, ben je vais aller vendre 3 cacao. Tu sais, le nombre de meeples qui est vis-à-vis la face, c'est le nombre de fois que tu vas faire cette action-là. Puis c'est le fun parce que, tu sais, même quand les autres vont placer une tuile ou que toi tu as mis un meeple, ben ça va l'activer pendant son tour à lui, tu vas pouvoir activer cette action-là, gagner la ressource ou le vendre ou gagner le bénéfice qui est là. On a aussi une petite traque d'eau qu'on va avancer si on réussit à aller collecter de l'eau. On a des majorités qui vont se faire aussi. Il y a des temples qu'on va trouver dans la jungle. Fait que celui qui a le plus de meeples autour du temple va marquer 6 points. Celui qui est en deuxième position va marquer 3 points. Fait que tu peux aller chercher des majorités aussi pour faire des points avec ça. Fait qu'il y a quelques petites façons de faire des points. Fait que c'est quand même très sympathique comme petit puzzle. Ultra simple en règle, mais vraiment le fun à jouer. Puis je suis content parce que je viens de me trouver une copie physique dernièrement. Fait qu'on va remercier Steve qui m'a tagué sur un post de vente de cacao. Fait que j'ai réussi à trouver une copie physique. Fait que je suis content de l'avoir dans ma ludothèque. Je pense que c'est un jeu qui pourrait bien sortir en animation, par exemple, dans ce type de soirée-là. Fait que beau petit jeu familial qui est vraiment le fun à jouer si vous êtes un fan de placement de tuiles avec un petit côté gestion de ressources. Cacao. On souhaite une réédition éventuellement, ce serait cool. Parce que c'était un jeu qui était dans le catalogue de Philosophia à l'époque. Ouais. Je te confirme que c'est un bon jeu d'animation puis de pub parce que je n'ai joué que 2 fois dans ma vie, mais j'ai joué au Snake and Lattes seulement. Qui est un pub ludique à Toronto. Cool. Je continue donc, on est déjà rendu à 47, on roule vite. De mon chat 47, c'est un jeu de la Different Company Taster Minstrel Games, TMG. Qui est Chimera Station, qui est en 39e position la dernière fois, qui a glissé légèrement en 47e place, donc à peu près dans le même range. Il y a simplement d'excellents jeux qui sont sortis dans les 5 dernières années, c'est pas plus compliqué que ça. Chimera Station, on est encore dans le placement d'ouvriers. On commence à avoir une petite thématique qui roule déjà dans ce segment. Et placement de tuiles. Et placement de tuiles. On commence avec une espèce de case disponible dans l'espèce de base spatiale qu'on est en train de construire, la station spatiale qu'on est en train de construire, puis on a des séries d'actions qu'on peut prendre à droite du plateau. C'est un jeu qui, dans sa structure, est très classique. J'ai un certain nombre d'ouvriers. À mon tour de jeu, je vais aller les placer pour prendre une action. L'une des actions qu'on peut prendre, c'est de construire une nouvelle tuile sur cette station-là. Je vais être le premier à pouvoir utiliser cette tuile-là, mais dans la phase où on va récupérer nos ouvriers, je vais donc libérer cette tuile-là, puis ça devient une nouvelle case de placement d'ouvriers. Fait que déjà, cette mécanique-là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on construit son plateau de placement d'ouvriers au fur et à mesure que la partie va avancer. Puis, sa grosse particularité à Chimera Station, c'est que nos ouvriers, on va les personnaliser. Il y a une des actions qu'on peut prendre qui est d'aller chercher des espèces de mutations qu'on va pouvoir attacher à nos ouvriers. Puis, on le voit très bien sur l'image que David est en train de montrer. Certains ouvriers, le rouge, il y a un corps jaune, le vert, il y a un corps rouge et jaune qui sont placés après lui. On peut placer jusqu'à 2 morceaux d'ouvriers. C'est vraiment une petite gimmick qui fonctionne bien où on va littéralement défaire son ouvrier en 2. On va rajouter la pièce qu'on va faire, puis on va rattacher son ouvrier ensuite pour le compléter. Puis selon les pièces qu'on lui ajoute, ça va modifier ses habiletés. Quand cet ouvrier-là, on va aller le placer quelque part. Comme les jeux classiques de placement d'ouvriers, on va avoir à nourrir ses ouvriers entre chacune des phases sous peine de perdre des points de victoire. Fait que si on a placé des espèces de feuilles sur ces ouvriers, ben cet ouvrier-là, j'ai pas besoin de le nourrir. Ou à la limite, si j'ai placé 2 feuilles, il va produire la nourriture. Si je place des petits tentacules, ça va lui permettre d'aller chercher davantage de ressources quand il va chercher des ressources. Si je place des petites pinces, ça lui permet de pousser les autres ouvriers sur les cases où lui veut aller. Fait que je suis moins bloqué dans mon placement, alors que si je lui place des petits cerveaux, ça va me permettre d'aller gagner littéralement des points de victoire à chaque fois que j'utilise cet ouvrier-là pour prendre différentes actions. Fait qu'on a vraiment un beau choix de qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux ne pas m'occuper de l'aspect de nourrir mes ouvriers, mais j'ai pas d'autres bonus, mais moi, j'ai pas besoin de courir après la nourriture, ou je veux être sûr que j'ai toujours des placements, fait que je vais leur mettre des petites pinces, comme ça, je suis toujours sûr d'avoir la case que je veux aller parce que je peux pousser les autres. S'ils ont 2 fois le même appendice qu'on lui rajoute, ben, ça va
améliorer son pouvoir d'autant plus. Fait que c'est vraiment une belle mécanique. Puis c'est un jeu qui dure, qui n'est pas super compliqué à expliquer, qui s'apprend quand même relativement bien, qui se joue même à 4, qui se joue dans une durée très décente là, d'environ 2 heures. Puis c'est le genre de jeu que les tours deviennent de plus en plus explosifs. Là. Tu vas littéralement faire 2-3 points de victoire ton premier tour, puis en faire 140 ton cinquième. Puis là, tu vois que ton petit marqueur de points de victoire, il y a un 100 d'un côté, puis il y a un 200 de l'autre bord, puis tu finis ton premier tour, puis c'est comme 2, 1, 1, puis 3 les points des 4 joueurs, puis comment on se rend à 200. C'est ce genre de jeu-là qu'à un moment donné, t'exploses, puis tu fais des actions hyper puissantes. Fait que, super bon jeu de placement d'ouvriers. C'est rare que je le montre à un groupe qui n'aime pas ça, là, qu'il y a pas au moins un des joueurs qui essaie de se trouver une copie. Malheureusement, c'est rendu assez difficile à trouver aujourd'hui, étant donné la fermeture de la compagnie, mais qui sait? Peut-être qu'un jour, la licence sera reprise parce que c'est un très bon placement d'ouvrier. Chimera Station. Ouais, puis de mémoire, ils n'ont pas fait d'extension. Non. Fait que, il n'y a même pas un petit midi-module, un petit mini-module dans la boîte pour offrir quelque chose d'autre. Fait qu'il y a une belle place pour éventuellement un deuxième Kickstarter puis dire on leur lance à racheter une extension. Ouais, c'est ça, quelqu'un pourrait reprendre les droits, faire une extension puis le remettre sur le marché. Définitivement un jeu qui est vraiment le fun puis qui est bien original. C'est un concept qui n'est pas si utilisé que ça de personnaliser des ouvriers dans un jeu de placement d'ouvriers. Fait que clairement quelque chose à développer que ça. Ouais, il y a quand même plusieurs jeux qui vont t'offrir des ouvriers différents ou qui ont accès à différentes zones du plateau, mais un jeu où on part avec tous les mêmes ouvriers, mais on va se les personnaliser selon ce qu'on veut faire, ça c'est un peu plus rare. Ouais. Voilà. Pour ma position 47, j'ai choisi la série des très futés, donc les très populaires Roll and Write de Wolfgang Warsch. Là, je monte le deuxième parce que c'est lui que j'ai joué le plus, mais je les considère comme un jeu, là, même s'ils sont rendus à 4 dans la trilogie. Là. Fait que c'est un jeu de Roll and Write, fait qu'on va et de draft de dés. De pistes aussi, on va essayer de progresser sur des pistes de différentes couleurs, qui chaque piste va fonctionner différemment, la façon dont on va justement faire des points dans celle-ci, la façon qu'on va remplir la piste aussi. Donc, c'est 5 zones de couleurs qui sont associées aux 5 couleurs des dés. Fait qu'à ton tour, tu vas lancer toutes les dés, puis tu vas en choisir un de la gang. Puis le dé que tu as pris, tu vas pouvoir aller cocher une case ou écrire un numéro dans la zone de cette couleur-là, dépendamment de son fonctionnement. Puis après ça, tous les dés qui sont plus petits que le résultat que tu as lancé vont aller dans l'assiette. Fait que tu vas comme les perdre. Puis après ça, tu vas relancer les dés qui te restent. Puis là, après ça, tu vas en recruter un deuxième. Puis tu vas faire ça une autre fois. Tu vas en recruter un troisième. Fait que tu peux pas nécessairement recruter un chiffre trop haut en partant parce que tu vas jeter toutes les autres dés, il te restera plus beaucoup de choix. Fait qu'il faut essayer de gérer cet aspect-là aussi, de passer au travers de tes 3 lancers de dés pour essayer d'avoir les couleurs et les résultats que tu as besoin pour progresser sur différentes pistes. Puis après ça, tous les joueurs actifs, tous les joueurs passifs plutôt, là, ceux qui jouent pas leur tour de jeu, vont pouvoir se prendre n'importe quel dé dans l'assiette, puis eux vont aller cocher une case avec ce dé-là. Fait que tu as aussi cet aspect-là que les dés que tu choisis pas vont être offerts aux autres joueurs. Fait que tu as à gérer un peu qu'est-ce qu'eux ont besoin versus ce que toi tu as besoin. Là. Puis c'est un jeu qui a énormément de combos parce que bon, tu finis une ligne dans une zone où tu coches une case qui te permet d'avoir un bonus. Le bonus te permet d'aller cocher une case dans l'autre zone. Puis là, tu coches l'autre case dans l'autre zone qui te permet d'aller écrire un chiffre dans telle autre zone. Puis là, tel autre chiffre dans telle autre zone qui vient de finir une colonne. Fait que tu peux aller gagner un bonus. Puis là, c'est ça, ce genre de combo-là que tu déclenches un peu à certains endroits dans la partie. Fait que tu vas essayer d'en tirer profit justement pour essayer de progresser le plus sur le plus de pistes différentes. Parce que c'est un jeu que tu peux pas nécessairement te spécialiser dans une seule couleur ou dans 2 couleurs parce que il y a le principe des renards qui sont des bonus de points que tu vas gagner à la fin de la partie dans certaines zones. Il y en a un dans chaque zone en fait. Là. Puis un renard va valoir les points de la zone la moins développée à la fin de la partie. Fait que si ta zone la moins développée, tu as fait 4 points, ben, tes renards vont valoir 4 points. Mais si ta zone la moins développée fait 30 points, ben, tes renards font 30 points chacun. Fait que tu essaies d'avoir un équilibre dans les différentes zones, puis de maximiser un peu les synergies puis les bonus que tu vas avoir d'une zone à l'autre. Fait que c'est vraiment un beau jeu d'optimisation, un beau casse-tête. J'ai joué à ce jeu-là de façon ridicule sur mon cellulaire parce que j'ai les applications mobiles. Puis ça dure
même pas 5 minutes une partie là, sur l'application. Fait que c'est vraiment le fun à pouvoir jouer. C'était mon ancien Marvel Snap, en fait, ces jeux-là. Fait que dès que j'avais un peu d'attente ou 5 minutes, ben, je faisais une partie d'un des très futés. Fait que ça se fait très bien aussi. Tu peux jouer en solo facilement. C'est super bien le mode solo. C'est d'ailleurs étrangement le mode que j'ai joué le plus, mais j'aille pas le jouer en multijoueur aussi. Donc, tout est très futé. J'ai pas encore joué au 4e. Je viens de le recevoir dans les dernières semaines, justement. Là. Je vais peut-être l'essayer demain, justement, avec Pierre-Marc. Donc, j'ai hâte de le découvrir encore, même si le même système de base reste pareil. C'est juste que chaque version va avoir des zones différentes qui fonctionnent différemment. Puis chaque numéro dans la série a un pouvoir unique à cette itération-là. Fait que c'est le fun de voir qu'est-ce qu'ils font comme twist à chacun pour le nouveau pouvoir unique. Donc, les très futés, une excellente série de roll and write, de puzzle, si vous aimez ce style de jeu-là. C'est à essayer, même si en regardant la feuille, ça n'a pas l'air super le fun. Ouais, comme la plupart des roll and write, là, dans une certaine mesure. Mais lui, ils sont même pas forcés à mettre un thème. Là. C'est littéralement des cases avec des couleurs, des chiffres dedans. Là. Ça a l'air de rien. Là. Fuck all. Là. Mais c'est tellement le fun. Alright. Donc, je poursuis avec mon numéro 46. Pour mon numéro 46, c'est particulier parce que j'aurais adoré te nommer Batman Gotham City Chronicles, mais à la place, pour mon numéro 46, je vais te nommer Conan. Oh, pauvre Batman! Fait qu'on va tout de suite tasser Batman de côté. Fait que Conan, qu'est-ce que c'est? C'est un One vs All de M. Frédéric Henry. C'est le jeu... c'est ce jeu-là qui a mis Monolith sur la carte? Je pense que oui. C'est un de leurs premiers gros, en tout cas. En tout cas, ça a été un gros qui a fait connaître Monolith. C'est un One vs All, donc il y en a un qui va contrôler les forces du mal et les autres joueurs... Ben, un autre joueur va prendre Conan, puis les autres vont se séparer les restes du groupe. Ouais, c'est ça. Puis, puis après, c'est qui est très classique là, comme One vs All. Fait que je vais avoir le 1 va avoir un paquet d'unités. Les All, le reste du groupe va avoir un objectif à atteindre selon le scénario qu'on a choisi. Une des choses intéressantes que j'aime d'ailleurs, ce n'est pas un jeu de campagne comme plusieurs jeux de ce type-là. Fait qu'on l'installe, on joue une partie, puis c'est terminé. Il y a un système que je trouve très intéressant de la façon dont tu vas gérer tes prises d'action. Tu vas avoir des espèces de points d'action à dépenser pour activer tes déplacements, tes compétences, tes attaques, etc. Puis tu vas en régénérer juste un certain nombre à tous les tours de jeu. Puis au début de chaque tour de jeu, tu vas avoir décidé si ton personnage est en mode actif ou s'il est plus en mode passif. S'il est en mode actif, il va régénérer moins de cubes, mais il va pouvoir avoir plus grands éventails d'actions qu'il va pouvoir faire pendant son tour. S'il est en mode passif, il va en régénérer plus, mais il va avoir moins de choix d'action pendant son tour de jeu. Fait que tu es toujours en train de manager ça. Puis tu dois bien te coordonner avec tes différents coéquipiers pour qu'on ne soit pas tous en mode passif ou actif en même temps, parce que sinon le vilain va en profiter pour faire un paquet d'affaires. C'est clairement une photo du prototype, là, mais là, il y a juste des photos des figurines, fait que là, je trouvais pas d'autre chose. Puis, c'est un système intéressant avec un système de dés de couleurs, le nombre d'actions que quand tu vas faire un jeu d'attaque, par exemple, ben, selon le type d'action que tu vas faire, si je suis l'espèce de voleur puis je crochette un coffre, mais je vais faire ça avec des dés rouges, tandis que Conan, s'il crochette le même coffre, il va faire ça avec des dés jaunes parce qu'il est moins bon dans l'action de manipulation. Fait que tu vas vraiment assigner tes espèces de cristaux d'activation aux différentes actions que tu veux faire dans ton tour, puis ça va déterminer. Puis c'est pas ton nombre d'actions qui va déterminer la couleur de dés que tu vas lancer, c'est le personnage que tu as. Fait qu'on se doute que Conan, quand il donne un coup d'hache, mais lui, il lance des dés genre rouge ou noir. Je me rappelle plus c'est quoi le dé le plus fort, mais Conan lance le dé le plus fort. Puis le jeu t'offre réussit à bien rendre les forces des différents personnages. C'est sûr que c'est un plus de connaître un peu l'univers de Conan. Parce que si tu joues avec quelqu'un qui ne connaît pas l'univers de Conan, le seul personnage qu'il connaît, c'est Conan. Oui. Puis il ne connaîtra pas Belith, puis Malak et compagnie, puis le reste du groupe. Parce que c'est basé sur l'univers des Romains, non pas sur les films. Il y a évidemment des personnages des films qui sont ici un peu des Romains, mais pas toujours. Fait que c'est un très très beau One vs All système. Malheureusement, les règles, Monolith, c'est pas leur force, là, c'est comme des Awakened Realms en puissance. Fait que c'est pas un super bon livre de règles, mais quand on connaît les règles, c'est un système qui est simple, qui est efficace, qui fonctionne super bien, puis on rend les forces des différents personnages. J'aime beaucoup le fait qu'ils n'ont pas essayé de créer des personnages en équilibre les uns avec les autres. Conan tue. Point. T'sais, Conan fait des trous dans les murs, va chercher les vilains, les lance d'un bord à l'autre du plateau, il en tue 6 d'un coup, puis l'archer en arrière, il en pogne une fois de temps en temps. Fait que c'est le fun d'avoir les personnages qui ont chacun leur force, chacun leur faiblesse, puis qui se déploient dans ce One vs All hyper intéressant dans l'univers de Conan.
Donc, si on cherche un bon un contre tous, là, celui-là, c'en est un excellent. Il doit pas être super facile à trouver aujourd'hui. Puis là, j'ai bon espoir, puis pour faire la petite parenthèse, parce que Batman Gotham City Chronicles, ils prennent le même système de base, mais ils essaient de le pousser plus loin dans ses règles. Ça le complexifie un peu, ça le alourdit un peu. La limite de temps est plus serrée pour les joueurs. Puis comme ils ont voulu rajouter plein d'actions, ça a enlevé le petit côté excitant que Conan avait. Parce que Conan, il était quand même d'abord et avant tout centré sur l'action. Ouais. On se promène, on tue, on tapoche des mondes, puis on envoie ça partout, on les fait valser, j'ouvre un coffre, parfait. Lui, il est bon pour ouvrir les coffres, il va y aller, trouve une nouvelle épée, frappe ses méchants, le machin lance des boules de feu, tue plein de monde. C'est ce feeling-là qu'on a dans Conan, le feeling Pulp Action des années 30, comment ça s'appelait, Howard, quand il écrivait ça. Fait que c'est super bien réussi. Batman, il essaie d'amener un aspect de pirater des ordinateurs, puis de trafiquer du stock, puis d'enquêter, puis etc. Puis ça l'alourdit le jeu plus que ça ne l'améliore, malheureusement. Conan a mieux réussi à garder l'aspect action qui est intéressant dans ce genre de jeu-là. Batman, il y a un mode coop qui s'en vient, fait qu'on a espoir que ça rattrape le tout. Mais pour l'instant, je suis obligé de dire que Conan, c'est le meilleur dans ces deux-là. Puis oui, il est encore là. La dernière fois, il était 26e, quand même glissé un peu, au moins qu'on jouait. Mais ça reste un très bon un contre tous. Super. Moi, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à ma dernière entrée que je vous ai parlé tantôt. Donc, c'est un autre, Donc, un autre Run and Ride. Roll and Ride. J'ai mis Twilight Inscription. Fait que, il est assez proche de Tréfuté. Là. C'est un genre de Tréfuté, c'est stéroïde. Là. Fait qu'au lieu d'avoir une feuille avec 5 zones de couleurs, ben, c'est que tu as 4 feuilles. Puis les 4 feuilles, c'est comme les 4 axes de développement de ta civilisation galactique. Parce que Twilight Inscription, c'est la version Roll and Ride de Twilight Imperium. Croyez-le ou non. Je vous dirais, c'est plus la thématique, l'univers, plus que le feeling du gameplay de Twilight Imperium. Même si j'ai jamais joué à Twilight Imperium, tu retrouveras pas nécessairement autant le côté négociation, le côté de la phase de vote. Ils ont fait des petites affaires, mais c'était plus pour essayer de rentrer dans le thème, mais je suis pas sûr que c'est aussi satisfaisant que de les jouer que dans Twilight Imperium. Mais bon, c'est plus basé sur l'univers qu'autre chose, là. Fait que c'est un jeu que tu vas à chaque tour lancer des dés. En fait, on va retourner une carte parce que les tours sont pas nécessairement les mêmes. On fera pas les mêmes sortes d'actions à chaque tour. T'as les tours de ce qu'on appelle de développement. C'est là qu'on va justement cocher des trucs, faire avancer notre civilisation, faire évoluer. Mais tu as des tours où ça va être une guerre qu'on va devoir gérer contre nos deux voisins, selon les unités qu'on a faites. Tu as des tours où on va avoir des industries qui vont produire des ressources. Les ressources, c'est des ressources Joker que tu peux ensuite utiliser pour cocher n'importe quelle case. Fait que c'est quand même pratique. Puis tu vas avoir la fameuse phase de vote. Fait qu'on va gagner des votes avec certaines actions dans nos feuilles. Puis dans la phase de vote, on va pouvoir dépenser ces votes-là pour choisir une des deux options sur une carte. Puis l'option qui aura le plus de votes va justement influencer tous les joueurs. Tous les joueurs vont devoir gagner ou perdre ce qui va être indiqué sur la carte, sur le bord qui va gagner. Fait que oui, ils ont essayé de reproduire ces choses-là qui étaient dans Twilight Imperium, mais c'est vraiment des aspects peut-être un peu mineurs. Puis je pense que la partie la plus fun du jeu, c'est vraiment la partie développement, la partie justement d'aller faire évoluer tes feuilles, la première feuille, c'est comme l'exploration. Fait que tu vas te promener sur des chemins, tu vas visiter des planètes, tu vas visiter des différentes choses qui vont te donner des points de victoire. La deuxième feuille, ben, c'est une fois que tu as d'explorer des planètes, ben, c'est que tu vas les coloniser, donc essayer d'exploiter les ressources de ces planètes-là. Fait que là, on va avoir à cocher justement des cases sur une planète pour essayer de faire des colonnes, des rangées. Ça fait très, très futé, en fait, ce bout-là. Tu vas avoir le troisième tableau qui est ton industrie. Fait que tu vas pouvoir évoluer là-dedans pour avancer sur des pistes qui vont te donner des points de victoire, mais qui vont aussi augmenter ta capacité à produire des ressources dans les phases d'industrie. Puis tu as la feuille de guerre où tu vas aller construire des unités pour le combat. Que tu vas mettre dans une grille, puis là, dans les phases de guerre, ben, tu vas regarder combien tu as d'unités dans ta grille à gauche, puis tu vas te comparer avec ton voisin de gauche, alors que ta grille à droite, tu vas te comparer avec ton voisin de droite. Fait que tous ces aspects-là sont super le fun. Puis un peu comme dans Twilight Imperium, tu vas incarner une faction dans cet univers-là.
Puis il y en a, je sais pas, 30-40 factions différentes. Puis chaque faction va avoir un pouvoir qui est différent. Un pouvoir passif, puis un pouvoir actif que tu vas pouvoir activer quand tu vas cocher le symbole sur une de tes feuilles. Tu vas aussi pouvoir ajouter des dés supplémentaires sur une de tes feuilles. En fait, chaque feuille, tu peux ajouter jusqu'à 3 dés de couleur. Fait que tu vas aller essayer de débarrer ces dés-là sur certaines feuilles que tu veux te spécialiser un peu plus. Fait que tu as vraiment beaucoup de choses à prendre en considération. Ça a l'air super intimidant quand on le regarde. C'est pas si pire que ça quand on apprend à y jouer, honnêtement. Ils ont quand même fait une bonne job aussi pour le livre de règles. Ils ont fait encore une fois une espèce de how to play. Fait qu'une espèce de livret de règles qui te fait jouer des 4 premiers tours de jeu, puis dans le fond, qui te fait prendre un tour de jeu sur chacune de tes feuilles. Parce qu'à chaque tour, tu vas développer une de tes 4 feuilles, une de tes 4 aspects de civilisation. Fait qu'ils ont quand même bien fait ça. Puis ça s'apprend mieux que ça a l'air. Fait que Twilight Inscription, c'est une belle réussite comme jeu de développement puis de combo. Mais bon, si tu cherches vraiment le feeling Twilight Imperium, c'est peut-être pas nécessairement si bien réussi que Celui-là ça. que tu dois viser. Mais c'est ça. Mais faut que tu le prennes Mais c'est pour. pas ça qu'ils cherchent. Ben c'est ça. C'est autre chose, mais c'est autre chose qui est le fun puis qui est stimulant. Fait que c'est une belle réussite en soi, Twilight Inscription. J'ai bien aimé. Super. Hein? On poursuit donc, on commence déjà notre deuxième moitié de ce petit segment. Donc, en position 45, je vais y aller avec un jeu de campagne, mais seulement des cartes. J'ai déjà parlé de Marvel Champion au 62e rang, fait que c'est un jeu qui utilise sensiblement le même système. C'est le jeu de Horreur à Arkham, mais le LCG, donc le jeu de cartes, qui était dans notre dernier classement en 32e place, fait qu'il a glissé légèrement d'une dizaine de positions. Encore une fois, tellement de bons jeux qui sont sortis dans les dernières années. Fait qu'Horreur Arkham, on est évidemment dans l'univers Cthulhu de H.P. Lovecraft. On va se choisir un investigateur avec la boîte de base qui vient. Puis là, moi, je vais te parler de la première édition. Ça a déjà été réédité depuis. Puis on a, grosso modo, on a simplifié la façon dont on va pouvoir acheter les différentes campagnes, parce que c'est un jeu qu'on va partir, en tout cas dans la première édition, on partait avec une boîte de base qui nous offrait les deux premiers scénarios d'une campagne ou le premier scénario d'une campagne, puis après on achetait chacune des parties, une à la suite de l'autre, pour former des campagnes de 7-8 parties, là, selon la campagne qu'on achetait. Mais chaque partie était un achat individuel d'une quinzaine de dollars à l'époque. Fait que dans Horreur Arkham, comme dans Marvel Champions, notre personnage, notre investigateur va être représenté par un deck de cartes. Lui, on va avoir des cartes dans le scénario qu'on va faire qui vont représenter les différents lieux qu'on doit explorer pour résoudre l'investigation qu'on est en train de faire. Chaque campagne, ça va être difficile de bien le résumer, là, chaque campagne va t'offrir des objectifs différents, des façons de te déplacer différentes, des façons de résoudre les enquêtes qui sont différentes. Mais toujours avec le même système au cœur qui est, à mon tour de jeu, je vais récolter des espèces de ressources sous forme de jetons. Je vais dépenser ces ressources-là pour pouvoir activer différentes cartes. Je peux avoir des cartes qui restent devant moi parce que ce sont des améliorations du soutien, un allié que je vais jouer, etc. Je peux avoir des cartes qui sont des espèces d'instantanés que je vais jouer pour attaquer un monstre, activer une habileté spéciale, etc. Mon propre investigateur va avoir une capacité spéciale que je peux activer de temps en temps selon l'investigateur. Puis, à la fin d'un tour de jeu, dans le fond, je vais piger une carte, faire des ressources, puis je vais piger une carte du deck du mal, une carte par joueur. En fait, chaque joueur va en piger une, puis là, il peut y avoir des monstres qui s'accrochent à nous, puis qui nous courent après, des événements qui nous pètent d'en face, etc. Puis, selon le scénario qu'on est en train de faire, on va se déplacer à travers des lieux qui sont représentés par des cartes. On a vraiment un petit standee là, qui représente notre personnage qui peut se déplacer physiquement sur ces lieux-là. Quand on arrive dans un lieu, on va tourner la carte, il y a quelque chose qui va se passer là. Il y a toujours des petites narrations à lire, toujours des textes très courts écrits sur les différentes cartes qui vont nous plonger dans l'univers de Lovecraft. Sur les lieux, on va avoir récolté des jetons indices. C'est généralement via les jetons indices qu'on va faire progresser l'histoire. Ça indique qu'on est en train d'enquêter sur le roi en jaune et ses représentations théâtrales maléfiques ou sur Azathoth qui veut faire un retour, sur le monstre de Dunwich, etc. Puis, c'est surprenant comment que chaque campagne, chaque scénario réussit à se réinventer puis à amener quelque chose de nouveau, toujours avec le même système au cœur. Fait que, c'est les mêmes idées créatrices qui sont derrière justement des jeux comme Marvel Champions ou le jeu de cartes de Lord of the Rings, que ça fait 10 ans que ça existe puis qui continue à sortir des nouvelles idées. Fait que, il y a un scénario où on va être dans un train, par exemple. Fait que nos cartes de lieu, au lieu d'être placées pour faire un lieu, vont être placées en ligne pour faire les wagons d'un train. Puis au fur et à mesure qu'on avance là-dedans, on va falloir détruire les cartes qui sont à l'arrière de la ligne, indiquant que ces wagons-là se détachent chaque fois qu'on dépêche de finir nos enquêtes pour progresser là-dedans. Fait qu'il y a plein de
de nouvelles idées. Malheureusement, le livre de règles, encore une fois, pas super bien fait et rend le jeu plus difficilement accessible, qui aide à bien comprendre le jeu, étrangement. Mais puis dans la deuxième édition, je sais qu'ils ont, si je ne me trompe pas, ils ont regroupé les campagnes en une seule boîte. Quand on achète une boîte de Horror Arkham, on a une campagne complète plutôt que d'avoir acheté 7 scénarios différents à 20$ chaque. Puis ils ont regroupé les investigateurs dans des boîtes séparées, là, si je ne me trompe pas. Okay. Moi, je possède 4 ou 5 campagnes. 5 campagnes de la première édition. Fait que j'en ai fait vraiment beaucoup. 5 campagnes, c'est donc une quarantaine de parties. Il y a la dernière campagne que je n'ai pas encore faite. Là, on se la garde pour un certain moment. Mais ma conjointe et moi-même aimons beaucoup ce jeu de cartes-là. On aime beaucoup cet univers-là. Puis, contrairement à un jeu comme Marvel Champion, comme il est en mode campagne, ben, entre les parties, on peut acheter des nouvelles cartes puis modifier son deck pendant les parties. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, on débloque littéralement des nouvelles cartes qu'on va pouvoir ajouter à son deck avec un système d'expérience qui est bien pensé. Fait que c'est vraiment un super bon petit jeu de cartes si on aime cet univers-là. Arkham Horror, le LCG. Cool. Il est très populaire, généralement. Ouais, ben, ils ont déjà ressorti une deuxième édition, puis des nouvelles campagnes, puis tout ça. Fait que, puis il continue à être supporté là, par FFG. C'est Fantasy Flight qui le fait, celui-là. Donc, il est facile à trouver, lui. Ah, c'est ça. Il y en a lui, ils ont Marvel Champion, puis ils ont Lord of the Rings, qui ont aussi fait une deuxième édition il n'y a pas longtemps. Ouais. Fait que, les trois sont à plein régime présentement. Ouais. Mais c'est des jeux que, pour se lancer dans ces jeux-là, c'est un gros investissement d'argent. Là. Ouais. Parce qu'ils sortent des packs, des scénarios, des boss. Ouais. Puis là, ils ont commencé un peu la formule, je me trompe pas, de Marvel Champion, de littéralement sortir des investigateurs. Je peux acheter juste tel investigateur parce que je connais l'univers de Cthulhu, puis je vais avoir ce personnage-là pour essayer mon scénario. Fait qu'il... je dirais pas jusqu'à dire cash grab, mais tu sais, il y a... Ça se peut que ça te revienne cher. Si t'aimes beaucoup, si tu joues à la boîte de base puis tu tripes, ça se peut que tu réalises pas à quel point ça t'a coûté cher cette boîte à 40$. Là. Ouais, parce qu'après, c'est comme ton petit 25$ par mois, il a l'air petit, mais à la fin de l'année, c'est une couple de centaines de dollars que t'as mis dans ce jeu-là. Ouais, que tu peux avoir mis dedans. C'est ça. Fait que Horror Arkham, mon choix 45. Mon choix 45, c'est un petit jeu de cartes aussi, mais moi, c'est un jeu de duel qui s'appelle Jekyll vs. Hyde. Donc, un jeu de duel de pli, ce qui est quand même assez particulier, en fait. Là. Ouais. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Fait qu'on incarne les deux personnalités, donc Jekyll et Mr. Hyde. Et on va tenter de gagner des plis ou de les perdre, dépendamment qui on joue. On n'aura pas nécessairement le même objectif pour l'emporter. C'est un jeu où on va avoir 3 suits, là, donc 3 couleurs de cartes, si on veut, à l'intérieur. Donc, on va avoir un petit plateau avec un jeton au centre. Donc, ce jeton-là, c'est le jeton un peu de contrôle qui commence du côté du Dr. Jekyll. Puis, dans le fond, le but de Mr. Hyde, c'est d'amener ce jeton-là jusqu'à lui, jusqu'au bout de la piste, pour reprendre le contrôle, évidemment, du corps et de gagner la personnalité. Fait que Dr. Jekyll, lui, il veut résister. Fait qu'il faut qu'à la fin des 3 manches, ben, justement, le jeton ne soit pas rendu au bout. Et là, c'est lui qui va gagner, qui va garder le contrôle du corps. Fait qu'on va avoir des cartes qui sont numérotées, je pense que c'est 1 à 7 de chaque couleur. Puis on va avoir 4 cartes de potions qui sont numérotées de 2 à 5. Puis on va avoir 3 jetons pour représenter les 3 couleurs. Fait que dans le fond, on va jouer un jeu de pli normal. Fait qu'on a des joueurs qui vont jouer une carte. Mais la première carte qui va être jouée, on va mettre ce jeton-là sur le plateau. Ça veut dire que ça va être la couleur la moins forte dans cette manche-là. Puis la deuxième couleur qu'on va jouer, ben, ça va être la deuxième. Puis la couleur, ben, ça va être celle qui va être considérée comme un peu un latou, qui va battre les deux autres n'importe quand. Puis c'est un jeu de pli assez traditionnel. Donc, si tu as la couleur qui est demandée, ben, tu es obligé de la jouer. Puis tu vas pouvoir éventuellement jouer les potions. Puis les potions, ce qui est cool, c'est que quand une potion est jouée avec une autre couleur, c'est que tu vas activer le pouvoir de cette couleur-là. Fait que les rouges te permettent justement de resetter la force des 3 couleurs. Fait qu'on va la recommencer. Les vertes, tu vas faire un échange avec l'autre joueur de 2 cartes. Puis les mauves, tu vas aller voler un pli à l'autre joueur. C'est active ce pouvoir-là. Puis dans le fond, ce qui est particulier dans ce jeu-là, c'est que pour que Mr. Hyde avance sur sa piste, dans le fond, il va avancer du nombre de cases qui va être la différence de plis entre les deux gagnés par les joueurs à la fin de la manche.
Fait que le Dr. Jekyll, lui, il va essayer qu'on gagne chacun 5 plis, comme ça, le jeton avance pas. Fait que lui, c'est le best scénario pour lui. Alors que Mr. Hyde, il va essayer soit de gagner tous les plis, ou soit de perdre tous les plis, pour avoir le plus gros écart possible entre les deux joueurs et avancer du plus de cases possible. Fait que c'est vraiment un petit jeu brillant, puis la petite twist avec les pouvoirs, le fait que les couleurs vont se mettre en force aussi selon quand on les joue. Fait que c'est des petits éléments tactiques que tu vas devoir prendre en considération. Puis à chaque manche, il y a 5 cartes qui sont enlevées. Fait que tu sais jamais exactement ce que l'autre a dans ses mains. Fait que des fois, tu dis, j'ai peur qu'il y ait telle carte, mais ça se peut qu'elle soit même pas en jeu. Fait que c'est vraiment une belle tension pour un jeu de duel. Puis d'avoir tourner un jeu de pli en jeu duel puis que ça fonctionne bien comme ça, c'est assez spécial puis c'est vraiment original puis c'est super le fun comme jeu, donc je l'adore. Un de mes jeux de duel favoris, donc Jekyll versus Hyde, qui est mon numéro 45. Ouais, je confirme, là, je suis pas nécessairement un grand fan des jeux de pli à la base, c'est pas ma mécanique préférée, mais si un jour on fait un top 10 des jeux de pli, je pense qu'il serait premier, peut-être deuxième. Ah ouais, wow! Il est vraiment très, très bon. J'ai rejoué récemment, justement, pendant une panne d'électricité que nous avons eue ici à Sorel-Tracy. On a joué plusieurs parties, fils, blonde et moi-même. Je confirme que jouer avec une chandelle de chaque côté du plateau, là, ça a un petit quelque chose, ce jeu-là. Ça rajoute à l'ambiance. Ça rajoute à l'ambiance. Nice. Je continue donc avec mon jeu numéro 44. Je poursuis avec un jeu quand même assez lourd en termes de réflexion, mais pas en termes de règles. C'est un jeu qui s'appelle Detective avec le sous-titre City of Angels de Van Ryder Games, un jeu qui n'était pas sur ma dernière liste, parce que j'ai joué plus récemment. C'est donc un jeu d'enquête qui a plusieurs modes de jeu. Il a été depuis traduit dans une boîte plus petite qui s'appelle, je pense, Detective La Cité des Anges en français. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, le mode de base, c'est un mode... J'allais dire un contre tous, mais c'est pas un contre tous, c'est chacun joue individuellement, mais on n'a pas tous le même objectif de victoire. Il y a un joueur qui va être le Chisel, qui lui va être en quelque sorte le maître du jeu. Il ne veut pas nécessairement gagner la partie, puis le livre le livre de règles est clair là-dessus. Lui, il va plus être vraiment un maître de jeu de type jeu de rôle, fait qu'il va guider la partie, tenter de garder les joueurs relativement en équilibre, parce que tous les joueurs sont les uns contre les autres. Et c'est le premier qui réussit à résoudre le crime du scénario qu'on a choisi pour la partie en cours va remporter la partie. Fait qu'on a un grand plateau qui représente la ville de Los Angeles. On est dans le Los Angeles des années 50. Fait que vraiment le crime noir, le Los Angeles noir des années 50. C'est pour cette raison-là que le jeu n'est pas coopératif. On veut être l'espèce de détective étoile du département. Donc, on veut être celui qui va résoudre le crime avant les autres. Et comme tout bon jeu d'enquête, on va avoir donc un crime, une mise en situation. Puis ensuite, les joueurs vont avoir un certain nombre d'actions par tour de jeu. Puis avec ces actions, on va pouvoir se déplacer, aller chercher un peu d'argent, soudoyer des gens pour aller chercher de l'information, aller fouiller des endroits pour récolter des preuves, etc. Mais là, les joueurs vont partir dans différentes directions. Ils ne partiront pas, le jeu n'est pas coopératif, fait qu'ils ne partiront pas tout en même temps. Puis l'une des grandes forces du jeu, c'est son système d'interrogatoire, la façon dont les joueurs vont interroger le Chisel quand ils veulent. J'arrive dans un bar, il y a Tony quelque chose qui est là, puis là, le joueur dit, bon, je vais lui poser des questions pour faire avancer mon enquête. Dans le haut du plateau, on va avoir différentes cartes qui vont être soit face cachée, soit face ouverte, qui vont représenter les différents éléments de l'enquête. Les cartes vont être face cachée si tous les joueurs ont connaissance de cette carte-là, puis les cartes vont être face ouverte, je veux dire, si tous les joueurs ont connaissance de cette carte-là, ils ont tout appris que c'était par un pistolet que la victime a été tuée, donc on peut révéler la carte pistolet, parce que tout le monde le sait que c'est un pistolet. Sinon, la carte va être face cachée, mais les joueurs vont pouvoir mettre des jetons dessus pour montrer qu'eux, ils ont le droit de la regarder parce qu'ils ont trouvé cette information-là dans leur enquête. Fait que si je suis avec Tony, puis je pose des questions, je dis, ben regarde, je vais dire au Chisel, je questionne Tony sur la carte du pistolet. Le Chisel, lui, va avoir un livre de questions et de réponses, puis il va avoir des cartes qui vont représenter ça. Fait qu'on va avoir une espèce de petite enveloppe dans laquelle il va choisir la réponse l'information que Tony va donner au joueur. Cette information-là, il peut mentir ou il peut dire la vérité. Le joueur va ensuite avoir à décider s'il pense que Tony lui a menti ou lui a dit la vérité.
Puis il va l'annoncer. Il va dire, moi, je pense que tu me mets, je pense que c'est pas vrai. Puis là, on est dans le Los Angeles des années 50. Ça veut dire qu'en disant, je pense que tu me mets, c'est qu'il tord le bras dans le dos et il tape en tête sur le port. Tu sais. Fait que s'il réussit à déceler un mensonge, il va gagner un avantage sur le chisel qu'il va pouvoir utiliser plus tard dans la partie. Mais s'il dit que c'est un mensonge et c'était la vérité, c'est le chisel qui va gagner un avantage sur le joueur pour le reste de la partie, qu'il va pouvoir utiliser plus tard dans la partie. Puis les autres joueurs, ils ont des mécaniques de genre, pendant que toi, tu fais ton interrogatoire, moi, je vais dépenser X dollars parce que moi, le barman qui est là, c'est mon contact, c'est mon informateur. Fait que le barman, il va me rapporter ce que tu vas dire. Donc, moi aussi, je vais regarder la réponse que le chisel va te donner, mais c'est juste nous deux qui la regardent. Puis là, selon la réponse, ça se peut que le chisel, après ça, ils disent, toi, tu peux aller regarder la carte H. Fait que carte H, j'apprends que Mary quelque chose, mais ça, c'était la blonde de Tony, puis qu'elle est dans le lieu 62. Fait que là, je remets ça face cachée. Moi, je peux mettre un jeton sur cette carte-là. Fait que moi, je sais que je peux aller dans le lieu 62 pour questionner Mary. Puis je vais pouvoir continuer mon enquête comme ça. Puis là, les autres joueurs, éventuellement, vont me voir partir vers Mary, vers la carte 60, la case 62, puis que je fais quelque chose là. Ils vont dire, OK, il y a quelqu'un là, fait qu'ils vont essayer de peut-être retracer mes pas pour savoir qu'est-ce que j'ai fait. Fait que c'est le fun de voir les différents joueurs progresser de différentes façons dans l'enquête. Puis il n'y a pas juste une façon d'aller vers la bonne réponse. Puis il y a des éléments qui font qu'il y a une espèce de mécanique de rattrapage qui est très thématique aussi, qui dit que tu peux, quand tu réussis à trouver une information, tu peux la cacher au département de police juste pendant un certain temps parce qu'éventuellement, l'information va fuiter. Fait que quand je trouve quelque chose, je trouve une information sur la carte H, ben, je vais mettre le token de tour de jeu dessus, puis dans 2 tours de jeu, tout le monde va avoir cette information-là parce qu'à un moment donné, il a fallu que je le dise à mes boss que j'ai été interrogé un tel. T'écrives un rapport à un moment donné. Exactement. Fait que là, ça finit par se rendre aux autres détectives qui vont pouvoir me rattraper dans l'enquête comme ça si je prends trop d'avance. Fait que c'est bien pensé. Puis c'est tout simplement à la fin d'un tour de jeu. On va demander si le premier joueur qui est capable de trouver les classiques de clous, là, c'est qui, pourquoi, avec quelle arme, c'était quoi sa motif, etc. Ben, c'est lui qui va remporter la partie. Il y a un mode coopératif où on va jouer contre le chisel tout simplement. Les joueurs peuvent jouer contre le chisel. Puis il y a un mode purement coop où il n'y a pas de chisel. Les questions-réponses qu'on peut poser sont toutes programmées d'avance, puis on peut le faire. Mais il y a vraiment tellement de petites mécaniques intéressantes pour soudoyer les personnages non-joueurs, ceux dans le scénario. Puis tout ça que c'est intéressant de jouer dans son mode de base. C'est vraiment un très, très bon jeu d'enquête où il mélange le jeu de plateau. Il y a des actions à faire. Il y a une partie jeu de plateau qu'il n'y a pas toujours dans les jeux d'enquête. Fait qu'il y a vraiment une game à jouer sur le plateau, puis un crime à résoudre, puis il y a plein de scénarios disponibles. Fait que c'est vraiment un super bon jeu. Detective City Avengers. Ouais, puis t'as un petit côté bluff aussi, parce que l'information que tu reçois est peut-être pas bonne. Fait que c'est de décider Exactement. quand tu calls que c'est un bluff ou pas, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que ce système-là, il est vraiment. Ils ont donné un nom, je ne me rappelle plus comment ils l'appellent, mais c'est vraiment intéressant parce que tu as une espèce de carte carrée avec toutes les réponses possibles autour, puis tu mets ça dans une enveloppe, puis tu redonnes aux joueurs pour dire c'est ça qui te répond. Tu fais comme, OK, qu'est-ce que je fais de cette information-là, si tu restes, c'est pas vrai. Est-ce que je m'y fie, je m'en vais enquêter là-dessus, ou je laisse faire, je fais pas confiance. C'est super intéressant. Puis tu as une partie bluff entre le chisel et les joueurs. Puis le chisel, il est vraiment un game master. Fait qu'il va remarquer que le troisième joueur, il comprend rien de ce qui se passe dans l'enquête, puis il est en retard, lui, je vais faire exprès de lui donner des bonnes réponses pour qu'il se rattrape un petit peu avec les autres, tandis que les autres, je vais essayer de plus les bluffer. Puis il est vraiment là pour essayer de garder un équilibre entre les joueurs pour garder la partie serrée. Fait que ça, c'est particulier aussi. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça. Il n'est pas un adversaire des joueurs. Lui, il ne gagne pas, il ne perd pas. OK. Il accompagne, puis il crée l'ambiance du jeu. Exactement. Il est vraiment, vraiment comme un animateur. Il est vraiment comme un game master. Comme celui qui roule les dés à Ready, Set, Bet. OK, parfait. Pour ma position 44, j'ai choisi un jeu que tu vas définitivement mettre sur ta liste éventuellement, qui s'appelle Oathsworn, Into the Deep Wood. Ça se pourrait. Ça se pourrait. C'est pas impossible. C'est un méga jeu qui a 2 choses, principalement à l'intérieur de celui-ci. Première chose, c'est que c'est un jeu de boss battle. Donc, on va combattre une série de boss. Il y a comme une vingtaine de scénarios. On peut assumer qu'il va y avoir une vingtaine de boss différents à affronter. Chaque boss est représenté par une énorme figurine ou un paquet de petites figurines. C'est comme des boîtes qui sont scellées. Fait que tu sais jamais contre quoi tu vas te battre.
Puis tu peux avoir la version que c'est des standees, mais ils vont être dans des enveloppes cachées. Fait que tu sais jamais nécessairement c'est quoi le boss. Le seul que tu connais, c'est le premier, parce qu'il fallait bien qu'il en mette un sur le cover de la boîte. Là. Ouais. Fait que l'espèce de rat géant, c'est le boss du premier scénario. Là. Spoiler alert. Là. Puis c'est lui qu'ils ont montré dans toutes les images, dans toutes les vidéos de playthrough. Dans toute leur campagne Kickstarter, c'est le seul qu'ils ont montré en disant ben là, on va en spoiler un parce que maintenant, il faut bien qu'on montre notre jeu comment il marche. Fait que c'est comme la deuxième partie du jeu. Parce qu'avant d'arriver à la bataille tactique contre le boss, on va devoir jouer une première partie qui est une partie narrative, où on va lire une histoire, on va devoir faire des choix dans cette histoire-là, faire des petits tests de compétences des fois avec nos personnages pour gagner des avantages pour le prochain combat, justement. Puis on peut aussi se blesser dans la partie narrative, ce qui fait qu'on va arriver au combat, on va peut-être avoir perdu 1 ou 2 points de vie, ou on va peut-être avoir gagné différents jetons qui vont nous donner des avantages qu'on peut utiliser. Ou on peut avoir trouvé de l'information sur le boss, puis révéler certaines informations sur le boss d'avance qui va nous permettre de mieux construire notre deck de combat contre ce boss-là. Ouais, c'est ça, si on réussit à savoir sa faiblesse, on réussit à savoir que lui c'est un boss qui a plein de minions, fait que là, ok, je vais aller prendre mes attaques de zone quand ça va être le temps de faire mon deck d'action pour la bataille. Parce que sinon, si tu le découvres pas, ben t'arrives à la bataille, c'est comme ben, construisez votre deck, puis là après ça, on révèle le boss, c'est quoi. Fait que tout le temps ce petit côté-là qui est intéressant. Puis c'est un univers très très dark, là, vraiment sombre. C'est un genre de Ravenloft, là. C'est un genre qui a rien qui va bien, là, puis le monde est sur le bord de c'est comme quasiment l'apocalypse. Là. Ben, c'est vraiment ton exemple, il est super bon. Pour ceux qui connaissent l'univers, c'est pareil comme Ravenloft, mais remplace la brume par une forêt monstrueuse et maléfique. Ouais, fait que dès que tu mets un pied en dehors d'une ville, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui sorte d'entre les branches et qui te gobe. Ouais, c'est ça. Fait que les deux parties, tu les joues un après l'autre. La partie narrative, honnêtement, au début, ça prenait peut-être 1 heure. Là, on est rendu dans des scénarios que ça peut durer 2-3 heures, là, juste la partie narrative. Puis la partie boss, je vous dirais, c'est à peu près tout le temps 1h30. Là, fait que c'est assez constant dans sa durée. C'est un jeu qu'on doit avoir une bonne coopération parce que justement, les boss, ils ont chacun un deck de cartes, fait qu'ils vont avoir leurs propres habilités, leurs propres actions. Puis c'est un jeu que le boss va avoir des points de vie qui sont représentés par des dés sur comme les parties importantes de son corps. Puis dans le fond, à chaque fois qu'on va y faire des dégâts, on va diminuer les dés de l'endroit où on l'attaque. Fait que si je l'attaque de devant, ben, je vais attaquer sa tête. Si je l'attaque de derrière, ben, je vais peut-être attaquer la grosse queue du rat, ou je vais attaquer son flanc, etc. Puis quand on va enlever un dé au complet, donc ce dé-là a perdu tous ses points de vie, ben dans le fond, ça va faire que le boss va s'activer immédiatement. Fait qu'il va interrompre le tour des joueurs pour s'activer immédiatement. Puis il va viser la personne qui a enlevé ce dé-là. Fait qu'il faut faire attention, tu sais, quel personnage va faire l'attaque finale qui va y enlever un dé parce qu'il va s'aller vers lui. Puis c'est pas tous les personnages qui peuvent encaisser tant de coups que ça parce que les monstres, c'est vraiment des monstres qui frappent fort. Fait que t'as des personnages qui sont un peu plus des tanks pour des grosses armures qui peuvent absorber. Puis c'est important de souligner que c'est pas un jeu que tu joues dans l'ordre de tour de jeu. Fait que c'est un jeu, c'est un peu comme Conan que j'ai pas dit tantôt, mais je peux faire une action, tu fais une action, j'en fais une deuxième, le troisième joueur fait sa première, le quatrième joueur fait sa première, je fais ma troisième, tu fais ta deuxième, puis on fait ça tout dans l'ordre qu'on veut tant qu'on peut payer pour nos actions. Ouais, puis c'est vraiment comme Conan, là, c'est un système avec des petites gemmes, en fait. Là. Exactement, puis tu régénères un certain nombre par tour. C'est ça. Fait que t'as besoin de prendre des tours pour te reposer. Non, pas dans celle-là. Voilà. Mais c'est ça. Fait que c'est super le fun, c'est super tactique. Fait que ce côté-là, pour les fans de jeux un peu de stratégie tactique avec des figurines, c'est vraiment intéressant pour ce côté-là. Puis pour les fans de jeux narratifs, ben c'est vraiment une très très bonne narration. Qui te fait justement découvrir cet univers-là au fur et à mesure aussi, qui te noie pas justement dans l'information en partant. Fait que tu vas tranquillement découvrir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les personnages importants, les organisations qu'il y a aussi dans cet univers-là. Ouais. Tu vas explorer le Deepwood, tu vas découvrir d'autres villes, d'autres choses, d'autres complots. Ça va évoluer tranquillement. Il y a même des twists de règles dans la partie narrative. À un moment donné, tu vas avoir des trucs un peu plus d'exploration, justement, quand on va un peu plus dans le Deepwood. Fait qu'il va y avoir différentes règles qui vont arriver aussi là-dedans. Fait que beaucoup de choses à découvrir. Même des trucs qu'on a fait, c'est quasiment des énigmes. Fait que, bref, il y a beaucoup de surprises dans la partie narrative. Ils vont dans tous les sens. Puis tu l'avais déjà souligné dans le passé, mais comme la partie narrative est très importante puis elle est longue, ils ont pris une excellente décision, puis c'est qu'ils font faire des choix difficiles aux joueurs.
Tu fais pas juste naviguer à travers la partie narrative, puis allez-vous à gauche, à droite, bon, on va aller à droite, puis après, ben là, il y a un gars qui vous vend une épée, est-ce que vous l'achetez? Non, ok, là, tu continues. Non, il faut prendre des décisions qu'on pèse sur pause, puis on ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, c'est souvent des choix moraux pas évidents. Très difficile, ouais. Qui peuvent affecter directement l'avenir de ton personnage, parfois. Ouais. C'est un jeu à moyen et à long terme. Un jeu qui a un thème assez mature, je vous dirais. Là. C'est peut-être pas nécessairement fait pour des enfants trop jeunes. Là. Fait que c'est définitivement plus un public adulte qui est visé par ce jeu-là. Ouais. Excellent choix. Cold Sworn, mon numéro 44. Je continue avec mon 43. On s'en va dans un jeu beaucoup plus simple. Est-ce que c'est mon plus simple aujourd'hui? C'est mon plus simple aujourd'hui. C'est un jeu qui est modulaire aussi. C'est un jeu qui c'est un des gros succès de la compagnie Simon présentement. Fait que là, il y a une campagne qui vient tout juste de se terminer et j'ai nommé Marvel United. Marvel United, dans le fond, c'est un tout petit jeu. À la base, là, si on prend sa plus simple expression, on choisit un vilain. Chaque joueur se choisit un super-héros de l'univers de Marvel selon les boîtes qu'on a parce qu'il y a énormément de contenu qui existe. Et le vilain va jouer 12 tours de jeu de façon générale. Il peut y avoir des exceptions, mais il va jouer 12 tours de jeu. Puis il faut qu'on le vainque avant qu'il commence son 13e tour de jeu. À son 13e tour de jeu, il va gagner la partie. Puis certains vilains ont d'autres conditions de victoire. Fait que le vilain, lui, quand il va jouer son tour de jeu, on fait simplement prendre une carte de son deck, on la révèle. On a 6 espèces de tuiles qui sont placées de façon circulaire qui représentent les 6 lieux du plateau. Puis ces tuiles-là sont modulables. Fait que d'une partie à l'autre, ce ne sera pas toujours les mêmes 6 tuiles. On peut en mettre 6 au hasard ou les choisir, c'est nous autres qui décidons. Puis lui, il va se promener en tournant en rond sur ces tuiles-là, puis il va faire apparaître des espèces de thugs puis des civils, qui sont deux types de personnages non-joueurs qui sont dans le jeu. Puis il va faire une action quelconque une fois qu'il arrive, qui est spécifique à ce personnage-là, qui s'appelle un BAM. Fait que quand il déclenche son BAM, ben, il fait un effet spécial selon le personnage que tu affrontes. Sandman, il va gagner des points de vie parce qu'il grossit, là, qu'il va faire apparaître des espèces de géants de froid, puis tel autre va faire telle autre chose. Il y en a un qui va progresser sur sa piste. Fait que c'est spécifique à chacun des vilains. Puis les héros, eux autres, dans le fond, tout ce qu'ils vont faire à leur tour de jeu, ils vont jouer une carte de leur deck. Ils ont un petit deck de 12 cartes, eux aussi, qui représente à la fois leur point de vie d'une certaine façon. Puis au début de son tour de jeu, tu fais juste piger une carte. Tu commences avec 3, t'en piges une. Fait que tu as un choix de 4 cartes, puis t'en joues une. Ta carte, elle va te donner 3 icônes possibles en différentes configurations. Je peux avoir une icône d'attaque, où je peux attaquer les thugs ou le vilain lui-même. J'ai une icône de déplacement qui me permet de le déplacer sur les 6 lieux. Puis j'ai une icône d'héroïsme qui me permet de sauver des civils ou de déjouer les complots maléfiques que le boss essaie de faire, qui sont traduites par différentes cartes qui sont autour du plateau. Puis quand j'ai joué mon tour, j'ai joué une carte qui a une flèche puis un point, fait que je peux me déplacer de 1 puis attaquer un thug ou infliger un point de dégâts à quelque chose. Parfait, fait que je fais ça. Après, c'est à toi de jouer. Toi, tu joues une flèche puis un point. La twist du jeu, c'est que tu vas avoir tes icônes à toi et les icônes de la carte précédente. Toujours. Fait que si moi j'ai joué icône point, puis toi tu joues icône flèche point, puis tu joues flèche étoile, ben à ton tour de jeu, toi tu as 2 flèches, une étoile et un point. Puis le joueur suivant, lui, joue un point tout seul, mais il va avoir son point et ta flèche et ton étoile. Fait qu'il va quand même pouvoir se déplacer, faire une action d'étoile, puis une action de point. Puis à toutes les 3 cartes jouées, le vilain s'active, puis joue un tour. C'est aussi simple que ça. Tu as 3 espèces d'objectifs à atteindre dans le jeu qui sont toujours les mêmes. Sauver un certain nombre de civils, battre un certain nombre de thugs, puis déjouer un certain nombre de complots. Puis dès que tu as 2 des 3 objectifs qui sont atteints, on peut commencer à tapocher le boss, rendu là. Puis on fait ça en 12 tours de jeu, fait que c'est des parties de quoi, 35 minutes. Une fois que tu es habitué, plus court que ça. C'est un jeu hyper simple, hyper accessible. Tu peux jouer avec n'importe qui, même des gens qui ne sont pas nécessairement fans de board game. Puis la grande richesse du jeu, je te dirais que si je ne possédais que la boîte de base qui est vendue en magasin, il serait peut-être même pas dans mon top 100. Mais la grande richesse du jeu, c'est sa versatilité selon les personnages que tu vas jouer. Ils ont fait une première campagne qui a des dizaines de personnages qui étaient disponibles dedans. Ils ont fait une deuxième campagne qui s'appelle X-Men United, qui a d'autres dizaines de personnages dedans. Ils ont fait une troisième campagne qui est Multiverse. Il y a encore d'autres dizaines de personnages dedans. Et c'est fascinant comment ils réussissent avec un petit deck de 12 cartes à faire de la variété d'un personnage à l'autre, à représenter les pouvoirs, les personnalités de ces personnages-là. La personnalité, c'est peut-être poussé un peu fort, mais à tout le moins, leur pouvoir et leur façon d'agir dans les comic books, dans les bandes dessinées, le thème du personnage. Puis, fait que c'est super le fun de dire, hey, on part une game, tu veux qui? Hey, je veux Rocket Raccoon, parfait. On met ça avec Captain America, puis avec Cyclops, puis on voit ce que ça fait, puis on part contre le boss avec ce combo-là, puis rouler comme ça. Puis les boss
c'est tout aussi fascinant de voir à quel point ils ont réussi à faire que chaque boss a sa saveur, sa façon de le vaincre, sa façon de jouer, sa façon d'interagir avec le plateau. Ils ont tout de quoi de différent, ils ont tout de quoi de particulier. Le Dr. Doom, il met ses Doombots un peu partout. Killmonger, il essaie de prendre contrôle des lieux pour contester l'autorité du roi. Tel autre personnage essaie de faire telle autre affaire. Juggernaut, il fait juste tourner en rond en frappant super fort puis en massacrant tout sur son passage. Mystique, elle essaie de tuer le sénateur, Kelly. Mystique, elle court après. Ou Sabretooth? Non, c'est Mystique qui court. Un des deux. Sabretooth? En tout cas, il y en a un des deux qui court après le sénateur. Fait que t'as un token sénateur. C'est Sabretooth, tu le protèges. C'est Sabretooth, ouais, qui essaie de tuer. Puis il fait se fort. Il est difficile à faire. Puis ils ont tous l'Apocalypse. Il y a ces 4 chevaliers d'Apocalypse qui se promènent. Il y a des gros sentinelles. Je peux pas rentrer dans le détail de tous les personnages, mais chaque vilain a sa saveur. Tu peux même jouer contre le Sinister Six au complet en ayant 6 figurines ennemis qui sont sur le plateau en même temps, puis tu as ton petit groupe de Spider-Man, ou si tu veux pas le faire avec Spider-Man, tu fais avec d'autres personnages. Le jeu est modulable. Tu as une campagne de Thanos qui est une campagne de 4 parties, puis c'est le fun, parce qu'une campagne de 4 parties de Marvel United, tu as joué à ça en 2 heures. Puis ta campagne est finie. Là. Fait que il y a plein de possibilités dans ce jeu-là. C'est fou, puis c'est fou comment j'ai toujours du plaisir à jouer, puis à découvrir des nouveaux personnages, puis des nouvelles combines, puis tout. Puis l'une des choses qui fait que je l'aime tant, c'est que de tous les Kickstarter que je possède, le deuxième X-Men United, j'ai pas encore fini de tout jouer parce qu'il est plus récent, mais le premier Marvel United, c'est vraiment le seul Kickstarter que je possède que j'ai personnellement joué avec tous les personnages qui sont dedans. J'ai vu tous les vilains. Ben oui, mais c'est parce qu'une game, tu sais, mettons, je joue solo, j'en contrôle 3, puis la game dure 20 minutes, j'en pars une deuxième, j'en prends 3 de plus, ça va vite. Puis quand tu joues avec un groupe, tu le joues, c'est rare qu'on joue juste une partie. Souvent, on en part une deuxième, puis une troisième, une quatrième en essayant différents personnages. En 1 heure et demie, tu joues 2, 3, 4 parties. Fait que c'est vraiment sympathique. Donc, puis c'est un jeu que je serais pas surpris si on refait ça dans 5 ans, qui est encore grimpé de quelques. J'étais sûr qu'elle allait percer ton top 20 à peu près. Peut-être. Ben, peut-être avec le temps. Ben oui. Mais c'est vrai que c'est un excellent jeu. C'est désarmant la simplicité, puis que ça a l'air d'être un jeu bébé pour enfants, mais c'est tellement plus que ça, puis c'est tellement une belle richesse dans toute la variété qui existe dans ce jeu. C'est un jeu que, mine de rien, on parle souvent de coopération dans les jeux de société, c'est un jeu que c'est important que tu te parles, parce que les icônes que je prends, je te les donne à ton tour. Ouais. Fait que si toi, tu prévois faire une grosse attaque, mais tu n'as pas de carte de déplacement dans tes mains, il faut que tu me le dises. Hey, Philippe, tu peux-tu me jouer une carte qui a une flèche, parce que moi, j'ai besoin de me déplacer, puis là, je vais la jouer pour que toi, tu puisses avoir un déplacement qui est garanti. Exact. C'est comme ça qu'on a gagné la partie qu'on a jouée cette semaine d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment super intéressant. Puis ils font des twists spécifiques à chaque personnage. C'est vraiment merveilleux comme jeu. Bien d'accord. Pour ma position 43, c'est un jeu campagne qui s'appelle en anglais The Initiative, qui en français s'appelle Le Projet, qui a été le premier jeu lancé par la compagnie de Cory Konechkia, qui est... Unexpected Games. Unexpected Games, c'est en plein ça. Donc, Cory Konechkia, qui est quand même un auteur assez réputé, qui a travaillé longtemps chez Fantasy Flight Games, qui a fait à peu près tous leurs gros jeux. Oui, avec Kevin Wilson. Kevin Wilson. Lui, il a fait Battlestar Galactica, il a fait Star Wars Rebellion, Star Wars Outer Rim et plein d'autres. Donc, dans Star Wars Destiny d'ailleurs aussi. Donc, j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'il allait faire avec sa propre compagnie, puis où il allait s'en aller. Puis en choisissant un nom comme Unexpected Game, ben, tu te dis qu'il va aller un peu champ gauche, puis ça a été vraiment champ gauche, parce que ça ressemble à rien de ce qu'il a fait. C'est un jeu ultra simple au début, je vous dirais. C'est un espèce de jeu coopératif qui a comme 2 niveaux de jeu dans ce jeu-là. Tu as comme un jeu coopératif de plateau, dans lequel on va se promener sur un plateau, on va aller essayer de ramasser des jetons d'indices en jouant des cartes. Fait que c'est une espèce de jeu de gestion de cartes, puis on va jouer des cartes sur les 4 actions possibles, puis on va faire ces actions-là. Tu peux te déplacer, tu peux aller retourner des jetons, puis tu peux aller ramasser des jetons, puis tu peux resetter les paquets sur les actions. Les 4 actions, c'est juste ça. Il y a quelques règles particulières parce qu'il peut y avoir des jetons, des pièges, il peut y avoir des ennemis qui vont venir te gêner puis te mettre des bâtons dans les roues. Mais en gros, c'est un petit jeu coopératif de gestion de cartes ultra simple qui va durer à peu près 20 minutes par partie. Fait que ça se joue vraiment rapidement. Mais pourquoi on fait ce jeu-là? C'est qu'on essaie de déchiffrer des énigmes. Fait qu'on va passer au travers d'une genre de campagne
14 scénarios environ, dans laquelle on va suivre une histoire dans une bande dessinée. Puis c'est un peu méta, parce que dans la bande dessinée, on est des ados. Dans une petite vibe un peu Stranger Things, là. On est des ados qui trouvent un jeu de société. Puis là, on se met à jouer à un jeu de société. Les ados dans BD se mettent à jouer à ce jeu de société-là, qui est ce jeu-là, dans le fond. Puis là, il commence à leur arriver des choses bizarres. Il y a du monde qui commence à les espionner. Ils commencent à recevoir des messages codés. Puis ils savent pas trop ça vient d'où, puis ça vient de qui, puis c'est quoi. Puis là, bon, ils vont se mettre à enquêter là-dessus, puis essayer de comprendre ce qui se passe. Fait que dans le fond, c'est un jeu de résolution d'énigmes, mais c'est beaucoup un jeu de décryptage dans lequel on va nous apprendre progressivement, je vous dirais à peu près 7 clés de décryptage différentes au travers de la campagne. C'est quand même plusieurs codes. Mais on va vraiment te les apprendre progressivement. Fait que tu vas quand même les découvrir. Puis à la fin de la campagne, on va te débarrer le mode post-campagne où on va t'offrir 24 scénarios de plus que tu vas devoir faire. Et dans le fond, dans ces 24 scénarios-là, en plus des 7 codes de décryptage que tu as appris, tu vas en apprendre 7 autres à peu près dans la post-campagne. Mais là, on ne les apprend plus par la main. Il va falloir que toi, tu les devines par la déduction à travers des scénarios. Puis il y en a qui sont assez poussés, merci. Là. Puis là, en utilisant tous ces 14 codes de décryption-là, tu as une méta-énigme. Fait que dans la page où tu as les règles pour le post-campagne, tu as une méta-énigme qui est là, qui au travers des 24 scénarios, tu vas trouver des indices, puis des symboles, puis tu vas tranquillement déchiffrer cette méta-énigme-là qui est assez particulière. Puis la journée que tu vas la déchiffrer, tu vas savoir que tu l'as réussi parce que tu vas recevoir une confirmation en quelque part par courriel. Mais bon, bref, quelqu'un va te le dire. Corey va t'écrire un courriel pour te dire que tu as réussi. Donc, si t'es rendu là, c'est que tu as réussi. Puis je serais curieux de savoir le pourcentage des joueurs qui ont acheté le jeu et qui l'ont vraiment réussi jusque-là. Au complet. Parce qu'au final, c'est 38 parties, là. Puis je sais que le jeu... C'est des parties d'une demi-heure. Ah, 20 minutes, 15 minutes. Ouais, c'est vraiment pas long. Puis tu sais, je peux comprendre que le côté jeu de plateau, il peut tomber un peu redondant parce que c'est pas nécessairement le côté le plus excitant du jeu. C'est correct, ça fait la job, mais le fun du jeu, c'est vraiment de craquer les codes, de déchiffrer les affaires, de résoudre les énigmes. C'est super stimulant. C'est un jeu qui va t'emmener dans des places vraiment bizarres. Puis tu sais, oui, si tu as fait des jeux d'évasion, oui, il y a certaines affaires que tu vas revoir un peu là-dedans. Mais comme je dis, c'est vraiment un jeu qui est axé sur le décryptage. Fait qu'on va vraiment t'apprendre à déchiffrer des codes et utiliser différents codes, les uns par-dessus les autres, des fois, pour cacher des informations. Fait que c'est différent quand même des autres jeux d'évasion. Fait que c'était vraiment le fun, vraiment une belle aventure. Donc, le projet, ça a été vraiment le fun à découvrir ce jeu-là au complet. Fait que si vous l'avez fait au complet, vous m'écrirez un commentaire, je suis curieux. Alright. Je continue donc avec mon 42e choix, mais mon choix numéro 42, qui est un autre jeu de la compagnie qui est probablement celle qui est la deuxième compagnie en termes de nombre de jeux que j'ai dans la liste, c'est-à-dire Mindflash Games. Et cette fois-ci, j'ai nommé Persévérance. Le petit nouveau. Le petit nouveau. Le gros nouveau. Je dirais le nouveau. On va enlever le petit. Ouais. Persévérance, c'est un jeu qui est en 2 épisodes. Fait qu'on a littéralement 2 jeux différents dans la même boîte. Puis quand je dis 2 jeux différents, c'est 2 jeux différents. Il y a un cœur de règles et de composantes qui s'utilisent dans les 2 jeux, mais il y a un premier jeu qui est du placement d'ouvriers Tower Defense, puis un deuxième jeu qui est plus du placement d'ouvriers exploration, mettons. Fait qu'il y a un petit peu de placement de tuiles. Fait que c'est quand même 2 jeux assez différents les uns des autres, mais avec un cœur mécanique similaire. Là, par exemple, devant toi, tu as le premier épisode. Fait que le premier jeu. Si je résume un peu, parce que je ne ferai pas 5 minutes sur chaque, si je résume plus le premier épisode, on a un placement d'ouvrier qui est basé sur du recrutement de dés. Fait qu'on va, au début d'une manche, on va lancer un certain nombre de dés selon le nombre de joueurs qu'on a. Il va y avoir des dés de couleur qui appartiennent à chacun des joueurs. Puis il va y avoir des dés blancs qui sont neutres, que tous les joueurs peuvent se servir. Puis ensuite, à tour de rôle, on fait simplement prendre un dé, celui qu'on veut, même s'il appartient à un autre joueur, puis on l'utilise pour faire une action. Les dés ont différentes faces, fait que ça désigne sur quelle zone du plateau on va pouvoir utiliser ce dé-là. Si je prends le dé d'un adversaire, ben, je vais lui donner un bénéfice parce que j'utilise l'un de ces dés. Puis le plateau, il est divisé en 4 grandes colonnes, en quelque sorte. Fait qu'on a la colonne de gauche, puis on a les 3 autres colonnes par la suite. Puis les colonnes, ils ont toutes une espèce de
thème, il y a une carte qui est placée dans le bas de chacune des colonnes qui représente l'espèce de leader de cette colonne-là. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, grosso modo, c'est que thématiquement, c'est une espèce de croisière qui s'échoue sur une île étrange sur laquelle il y a des dinosaures. Puis on tente d'établir une colonie sur cette île-là parce qu'on a visiblement abandonné l'idée de revenir un jour à la civilisation. Puis donc, on doit s'organiser pour survivre aux dinosaures. Fait qu'il y a une colonne qui va être commandée par le leader qui est chef en technologie, fait que barricade, piège, etc. Il y en a un qui c'est chef militaire, fait que ça va être les soldats, le recrutement des soldats, tout ça. Il y en a un qui c'est la gestion de la ville, fait que ça va être le recrutement de ressources, puis etc. Puis quand on va utiliser un dé, on va aller le placer sur l'une des faces, puis le dé va faire deux choses. Il va nous donner accès à cette action-là, des actions très classiques. La plupart des actions très classiques dans un jeu de placement d'ouvriers. Fait que gagner des nouvelles ressources, recruter divers soldats, installer barricades et pièges pour prévenir l'avancée des dinosaures, gagner de l'influence de différentes façons. Là, on peut placer des espèces de petites huttes sur différentes pistes qui vont donner des bonus puis qui vont nous aider dans l'aspect majorité du jeu. On peut gagner de l'influence en remplaçant des dés blancs par des dés de notre couleur. Donc, plus de chances que des joueurs les utilisent. Puis ces dés-là, quand on va les utiliser dans différentes sections, ils vont également nous aider à gagner des majorités dans ces sections-là à la fin de chaque manche. Puis la deuxième chose que le dé va faire, en plus de l'action qu'il va nous donner, c'est qu'il va déterminer le nombre de dinosaures qui vont sortir de la forêt puis qui vont rentrer dans cette colonne-là. Et à la fin de notre activation, chacune des 4 colonnes, il y a un nombre maximum de dinosaures qui peut être là. Si le nombre est atteint, les dinosaures font une percée et attaquent notre campement. Puis là, c'est là que si on a installé des pièges, si on a installé des soldats pour défendre, si on a installé des barricades, des trappes, ça va tout se déclencher. On va avoir des différentes résolutions à faire, puis on va essayer d'éliminer tous les dinosaures comme ça. Mais s'il y a des dinosaures qui ne sont pas éliminés, on va détruire des parties de notre campement, puis fait détruire des parties du campement, va avoir des malus, grosso modo. Puis si j'ai réussi à participer, plus j'ai réussi à bien participer à la défense de la ville pendant cette activation du dinosaure-là, plus je vais avoir l'opportunité de transformer certaines de mes ressources en bonus, en points de victoire, en d'autres ressources que je vais pouvoir utiliser, etc. Fait que c'est un jeu qui a plein de ressources différentes. Il y a des ressources que j'utilise, le courage puis le moral que je vais dépenser pendant les défenses de dinosaures. Il y a des ressources plus de base, là, littéralement, la pierre et le métal, mettons, que je vais utiliser pour construire des pièges, des barricades. On peut prendre des actions pour faire des espèces d'expéditions sur la ville qui vont me donner différents bonus, mais ça se peut que je perde les soldats que j'envoie en expédition. Puis, rajoute à tout ça qu'à la fin d'une manche, il y a une espèce de séance de vote. L'idée, c'est qu'on essaie de gagner des partisans sur l'île, qui sont transférés en points de victoire, évidemment. Fait qu'on doit avoir de l'influence sur chacune des 4 zones du plateau. Puis l'influence, c'est n'importe quelle pièce qui est de ma couleur. Fait qu'un dé, une hutte, etc. Puis si j'ai beaucoup d'influence, je vais avoir de l'influence sur les leaders qui sont dans ces plateaux-là aussi, selon ce que chaque leader cible. Fait que le leader en technologie, lui, plus j'ai réussi à utiliser de pièges, plus je vais faire des points avec lui. L'autre, plus j'ai d'influence, plus je vais faire des points avec lui. Fait que tu as quand même plusieurs aspects du jeu que tu dois toujours garder en tête pour dire OK, il faut que j'influence mes leaders, mais il faut que je défende le terrain. En même temps, si je prends une action puis je défends pas ce terrain-là, c'est pas mes bâtiments à moi qui vont se faire péter, c'est tes bâtiments à toi. Fait que ça me dérange pas tant que ça, même si je vais perdre un peu de points de victoire parce que les dinosaures ils attaquent pendant mon tour. C'est un jeu très, très, très engageant, mais tabarouette que c'est le fun. La façon dont tu recrutes tes dés, dont tu les utilises, dont tu vas utiliser tes ressources. Puis c'est un jeu qui, étrangement, comparativement à d'autres Mind Clash, il n'est pas si compliqué que ça à expliquer puis à jouer. Il faut que tu le maîtrises, évidemment. Fait que une très très belle découverte. Je suis très curieux de voir. Ils ont déjà annoncé qu'ils faisaient l'épisode 3 et 4. Très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Fait que persévérance. Puis j'ai même pas parlé la deuxième partie du jeu qui est l'exploration avec les tuiles, celle que tu vois présentement là, avec les tuiles hexagonales que tu places devant. C'était un projet particulier de faire 2 jeux dans un comme ça. Oui, puis thématiquement qui suivent. Fait que, l'épisode 1, c'est vraiment qu'on installe notre campement. Puis là, c'est comme si à la fin de l'épisode 1, parfait, tu as gagné. Fait que c'est toi le leader du campement. Cool. Épisode 2 commence. Maintenant que notre campement est solidifié et est protégé, là, on va explorer l'île. Ah oui. Fait que l'épisode 3, vous allez trouver une tribu arborigène à combattre. Écoute, on sait pas. On sait pas. T'as peut-être un petit indice à la fin de l'épisode 2. Oh, ok. On donnera pas de divulgacheur. Fait que c'est un très très bon jeu, mais très très gros jeu.
Pour mon numéro 42, c'est aussi un jeu de dés qui s'appelle The Reckoners. Un jeu de dés coopératif qui est basé sur un univers fictif de romans de M. Brandon Sanderson. C'est un univers un peu de super-héros inversé. Donc, un peu à la Injustice, là, si on veut. Là. Ouais. Fait que les super-héros sont les méchants. Puis nous autres, on joue les Reckoners, qui est la résistance humaine. Fait qu'on va essayer de combattre Steelheart, qui est le méchant leader des super-héros. Puis c'est Sbire, qui sont les épiques. Fait que c'est un jeu qui ressemble un peu à Marvel United, dans le sens qu'on a un certain nombre de lieux qui sont représentés par des plateaux, dans lesquels le vilain va se promener d'un à l'autre. Fait qu'il faut un peu y courir après le boss pour pouvoir l'attaquer, pouvoir faire de la recherche sur lui, pour trouver sa faiblesse, pouvoir interagir avec lui, l'affaiblir. Puis en même temps, il faut qu'on gère les sbires qui sont sur les différents lieux, justement, qui ont chacun différents pouvoirs quand ils vont s'activer, qui est vraiment juste de l'iconographie. Fait que c'est quand même... C'est pas trop lourd à lire puis à gérer une fois qu'on connaît ce que les symboles veulent dire, évidemment. Puis c'est un jeu qui fonctionne avec un beau code de couleurs parce que dans le fond, c'est un jeu qu'on lance des dés dans le fond pour faire nos actions. Puis on peut utiliser 2 relances là, pour essayer d'avoir les résultats qu'on veut pour pouvoir faire nos actions. Puis chaque face de dé a une couleur différente, puis elle est reliée à la composante qui a la même couleur que elle. Fait que si j'ai la face verte, ben, c'est la face pour attaquer. Fait que je vais aller baisser le jeton de point de vie des méchants qui est vert. Si je fais la recherche, c'est le symbole mauve, fait que je vais baisser l'icône mauve. Si je fais l'action de contenir, c'est un icône bleu, fait que je vais bouger le curseur bleu. Fait que les policiers sont rouges, fait que si j'ai la face rouge, je peux en tuer un. La face jaune pour faire de l'argent, puis t'as une face joker, qui fait un joker. Fait que c'est quand même facile d'embarquer, sachant que ce code de couleur-là, il est très efficace, puis que les composantes, tu sais, ils te sautent d'en face. Là. C'est vraiment des belles composantes. C'est un jeu qui est très deluxe en passant. Là. Fait que il n'y a pas d'édition très cheap de ce jeu-là. C'est vraiment... Les lieux, c'est des plateaux game trays. Les cubes, des points de vie, tout ça, c'est des grosses affaires en plastique. Puis t'as même la version de luxe que c'est en métal. C'est comme overkill. Là. Mais c'est super pour apprendre le jeu. Puis pour le bon fonctionnement du jeu, ça l'aide quand même que tout ça soit mis en place comme ça. Là. Fait que c'est un jeu qu'on va devoir gérer les méchants pour les battre avec le bon timing, pour pas justement avoir à subir leurs effets négatifs. Faut gérer le boss qui, lui, va souvent se faire booster par les autres. Fait que faut pas qu'on le laisse nécessairement aller trop haut. Fait qu'il faut tout le temps faire attention où il est rendu puis comment il se développe. On va pouvoir dépenser de l'argent pour s'acheter des nouvelles cartes d'items qui vont donner des petits pouvoirs à nos personnages. Fait que ça, c'est toujours intéressant. On va devoir gérer aussi, ils vont attaquer notre base, fait qu'on va perdre des dés, fait qu'il va falloir racheter ces dés-là, parce qu'évidemment, plus on a de dés, plus on a d'actions. Il y a des barricades qu'il faut enlever aussi de temps en temps qui vont nous empêcher de se déplacer ou de quitter un lieu en particulier. Chaque personnage commence avec un item spécial qui est unique à lui au début de la partie. C'est vraiment un beau jeu coopératif de dés. Fait que si vous aimez les jeux de dés coop, c'est vraiment une belle production puis un beau gameplay. Ils ont sorti l'année passée l'extension qui est vraiment le fun aussi, qui ajoute 2 nouveaux boss, qui était peut-être un défaut du jeu de base, là, que c'était tout le temps le même. Donc ils ont ajouté 2 nouveaux boss qui sont vraiment complètement différents du premier. Ils ont aussi revampé toutes les cartes des sbires, les épiques, là, parce qu'ils ont incrusté des nouvelles habiletés, fait qu'ils les ont mises sur toutes ces cartes-là, fait qu'ils ont refait une distribution complète, fait que ça aussi c'est intéressant. Puis ils sont vraiment difficiles, les nouvelles habiletés qu'ils ont ajoutées. C'est vraiment des trucs chiants. Fait que ça monte un peu le niveau de difficulté du jeu aussi, qui était peut-être rendu facile après, je sais pas, 10-15 parties que j'ai joué. Ouais. Commençait à être trouvé facile, là, Steelheart. Fait que The Reckoners, qui était numéro 21 dans mon ancien top 100, parce que c'était une nouveauté de l'époque, mais qui est rendu quand même une position 42, qui est encore une position respectable, effectivement. Ce qui m'amène à mon dernier choix pour aujourd'hui, donc mon numéro 41, qui est probablement le jeu de souk à la corde que j'ai le plus joué dans ma vie. C'est en quelque sorte une version simplifiée de Twilight Struggle. Je parle de Watergate.
Watergate, on s'en va dans le scandale, évidemment, entourant Richard Nixon, le Watergate des années 70 aux États-Unis. On a donc un joueur qui va contrôler, c'est un jeu de duel, il y a un joueur qui va contrôler l'équipe de journalistes Bernstein et, là j'oublie le nom du deuxième, Bernstein et l'autre, qui tentent de révéler les secrets du Watergate cachés par la présidence américaine. Et un joueur va contrôler l'équipe de Nixon qui tente d'étouffer l'affaire devant les journalistes. Fait qu'on va avoir un plateau central qui représente l'espèce de tableau de preuves que les journalistes tentent d'accumuler contre le président. Et on a une espèce de petit plateau, une zone de ceux qui a la corde à la droite du plateau. Le jeu est extrêmement simple. À son tour de jeu, si on a l'initiative, on va être le premier à jouer, mais si on est le deuxième, le principe est le même. On a une main de cartes. Et le deck de cartes est spécifique au chaque joueur. On ne pêche pas dans le même deck de cartes. Nixon a ses cartes et les journalistes ont leurs cartes. Fait que de ma main de carte, je vais jouer une carte. Ma carte a deux choses. Il y a une valeur, il y a une couleur en haut à gauche. Et il y a un texte sur la carte. Fait que soit je vais jouer la carte pour faire son événement, et la plupart des cartes, pas toutes, mais la plupart des cartes, si je la joue pour faire l'événement, elles sont détruites. Je les sors de mon deck. Ou je joue la carte pour sa valeur et sa couleur. Au début de chacune des manches, sur l'espèce de piste qu'on voit à droite de 0 à 5, on va avoir pigé et mis face cachée 3 jetons. 3 jetons, une espèce de carré noir, d'indices, face cachée. D'un côté, il est noir, puis de l'autre côté, il correspond aux différentes couleurs du jeu. Le plateau est divisé en 3 zones de couleurs, vert, bleu et jaune. Puis, on va avoir mis 2 jetons, un qui représente l'espèce de dominance de Nixon, puis un qui représente l'initiative. Fait que si je joue une carte pour sa valeur, je vais choisir soit un jeton de la couleur de la carte que j'ai jouée, fait que 3 jaunes. Fait que je vais dire je vais avancer un jeton jaune de 3 cases vers moi, soit j'avance un des 2 pions, le blanc, le rouge, de 3 également. Soit je joue la carte pour son effet. La twist, c'est que c'est juste Nixon qui sait la couleur des jetons. Fait que si je suis le joueur des journalistes, je dis avance un jeton jaune de 3, ben Nixon va regarder les 3 jetons, puis il va dire parfait, j'avance lui de 3. Là, maintenant, lui, je sais qu'il est jaune, il va le révéler, puis il va l'avancer de 3 dans ma direction. S'il me dit ben là, il n'y en a pas, ben, je vais choisir une couleur différente ou un des 2 jetons différents pour faire avancer mon jeton. Tu ne perds jamais de carte dans le jeu. Si tu réussis à avancer un jeton dans la zone 5, que ce soit initiative ou un des marqueurs de preuve, ben, tu vas le gagner pour la manche, c'est sûr. Puis une fois qu'on a joué toutes nos cartes, ben, les jetons qui sont de ton côté du plateau, tu les gagnes. Si je suis Nixon, les jetons de preuve que j'ai gagnés, je vais les placer face cachée. Fait que je vais essayer de barrer les chemins. Si je suis le joueur, les jetons de preuve, je vais les placer face ouverte sur le plateau. Puis je vais essayer de relier les conspirateurs à Nixon au centre pour faire un lien de preuve. Fait que je vais avoir des cartes qui vont me donner accès à des conspirateurs, qu'on voit les 6 faces autour du plateau, les 6 ou 7 faces autour du plateau. Puis si je réussis à relier par une série de preuves 2 conspirateurs avec Nixon au centre du plateau, je gagne la partie. Nixon, lui, va plutôt tenter de gagner les indices pour bloquer des chemins, pour empêcher le journaliste de relier les conspirateurs à Nixon, puis il va essayer d'influencer ces conspirateurs-là pour les bloquer. On voit dans l'exemple que David montre, on a un conspirateur vert puis un jaune qui sont bloqués, on ne peut pas s'en servir parce que leur nom est barbouillé, il y a un bleu également, leur nom est barbouillé, fait que le joueur journaliste ne pourra pas se servir de ces deux-là. Fait que c'est un jeu hyper simple, peut-être 30-40 minutes une partie, assez rapide, extrêmement tendu, parce que Nixon, il y a une deuxième façon qu'il a gagné, le jeton rouge. S'il réussit à gagner le contrôle du jeton rouge 5 fois dans la partie, il gagne la partie. Fait que le journaliste, il n'a pas le choix de bloquer, c'est son espèce d'influence présidentielle qui met de la pression pour étouffer l'histoire. Fait que s'il réussit à étouffer l'histoire, il va gagner la partie. Fait qu'il ne faut pas que je le laisse atteindre ça. Fait que c'est vraiment un jeu où les deux ont une condition de victoire différente. Puis tu as toujours un choix difficile. Parce que, est-ce que je vais chercher l'initiative? Est-ce que j'empêche Nixon de prendre son jeton rouge? J'essaie-tu de gagner juste 1 ou 2 indices? Parce que l'initiative, je ne l'ai pas précisé, mais l'initiative, quand tu as l'initiative, tu joues une carte de plus. C'est majeur. Vraiment, c'est vraiment fort comme avantage. Tu veux l'initiative. Sauf que si tu te bats pour l'initiative, tu te bats pas pour les 4 autres affaires. Fait que là, est-ce que je te laisse l'initiative? Parce que vu que tu es Nixon et tu as l'initiative, tu vas vouloir jouer pour gagner l'initiative à tous les tours. Fait que je vais te laisser perdre une carte ou 2 là-dessus. Fait que dans le fond, je vais finir par jouer plus de cartes que toi parce que tu en as sacrifié 2 pour l'initiative à tous les tours. Fait que mes 4 autres cartes, je joue pas. Tu as des belles stratégies. Un petit deck de 30 cartes, c'est vraiment merveilleux comme jeu de ceux qui à la corde, là. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. C'était mon jeu de l'année quand je pense qu'on a fait le top de l'année qui est sortie, là, 2019. Là, je suis pas mal sûr que j'avais mis lui comme jeu de l'année. Je pense à notre surprise de l'année tous les deux. Ouais.
C'était vraiment ça. Ouais. La thématique m'intéressait, c'est un jeu historique. C'est pas le GMT qui le fait, puis ça donne le feeling que c'est GMT qui le fait. Mais c'est pas eux autres qui le font, parce que c'est vraiment la même mécanique que les jeux de type Twilight Struggle. J'ai un événement ou un chiffre. Fait que est-ce que je joue le chiffre pour influencer une piste sur le plateau ou je joue l'événement qui est sa carte, mais je perds la carte. C'est ça ton seul choix que tu as. Extrêmement tendu comme jeu, extrêmement bien réussi. Donc, Watergate, mon choix numéro 41. On commence à avoir des choix solides. Ouais, là, hein, on arrive en bas du top 50, là, c'est des bons jeux. Des jeux qu'on aurait tout le temps le goût de jouer, c'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça. Pour ma position 41, pour terminer cette vidéo, j'y vais avec un jeu à thématique pirate, un vieux classique qui a eu le droit à une nouvelle édition dernièrement. Fait que c'est Libertalia, que je possède d'ailleurs, la vieille version de 2012, moi, mais la nouvelle version, c'est Stonemaier Games qui l'a fait. Je vais vous la montrer parce qu'elle est un peu plus agréable à regarder pour les composantes puis le visuel. Donc, c'est un jeu qu'on incarne un équipage de pirates qui va être représenté par une panoplie de cartes personnages. Chaque personnage est numéroté avec un chiffre différent et un pouvoir qui est associé à ce personnage-là. Mais tous les joueurs ont les mêmes cartes personnages dans ce jeu-là. Mais on n'utilisera pas toutes les cartes dans une partie. Donc, on va avoir à piocher au début de la partie un certain nombre de cartes pirates. Puis tous les joueurs vont aller chercher les mêmes cartes pirates. Fait qu'on va tous commencer avec la même main de cartes. Fait que sur les 40, 50 personnages, on va commencer peut-être avec 7-8 dans notre main. Là. Fait que ce ne sera pas nécessairement les mêmes qu'à chaque partie. Fait que ça, encore une fois, ça ajoute une énorme variété dans le jeu. Puis on va, à chaque tour de rôle, c'est un jeu dans le fond d'action simultanée. Fait qu'on va chacun jouer une de nos cartes face cachée devant nous. Puis après ça, une fois que tout le monde a choisi sa carte, on va révéler les cartes. Puis selon le chiffre de l'équipage, on va les placer en ordre de chiffres sur le bateau pirate. Donc évidemment, plus le chiffre est bas, plus c'est genre les matelots, le singe, le perroquet, puis c'est ça. Plus c'est des personnages moins importants sur un bateau de pirate, puis genre le capitaine, mais il y a peut-être 30, 40. Là. Fait qu'on va les placer en ordre comme ça de chiffres. Puis après ça, on va pouvoir activer les pouvoirs des personnages. Mais là, on va les activer du plus petit personnage au plus gros personnage. Fait qu'on va jouer les pouvoirs de ces personnages-là. Puis après ça, on va arriver sur une île où on va looter des trésors. Fait que les trésors vont être représentés par des jetons. Dans celui-là, c'est genre des jetons en 3D, en plastique. Là. C'est quasiment des pastilles d'azul. C'est vraiment fou la qualité des jetons. Avant, c'était des petits jetons de carton rond. Là, fait que c'était assez basic. Mais là, Stonemaier, on sait qu'ils sont reconnus pour des productions assez exceptionnelles. Puis ils n'ont pas fait exception avec celui-là. Fait qu'on va, après ça, aller looter sur l'île, mais là, c'est en ordre décroissant. Fait que c'est celui qui a joué le plus haut personnage qui va looter en premier, qui va choisir quel trésor il veut gagner. Puis après ça, on descend comme ça avec les personnages. Puis tu as des trésors qui sont négatifs. Là. Fait que tu ne veux pas nécessairement d'avoir le dernier choix, mais en même temps, si tu as le plus petit personnage, c'est sûr que tu vas avoir le dernier. Mais là, il y a des personnages que tu peux prendre 2 trésors, des personnages que tu peux échanger des trésors, des personnages que tu peux jeter un autre personnage à l'eau. Fait que là, lui, il pourra pas avoir de trésor ce tour-là. Il y a plein d'affaires, plein d'effets différents qui peuvent être déclenchés par les personnages. Puis c'est ça qui crée la dynamique du jeu, là. C'est cette interaction-là entre les personnages. C'est un jeu qu'on se fait quand même beaucoup des coups de cochon, là, parce que c'est évidemment une thématique de pirate, fait qu'on essaie de se backstabber pour essayer d'avoir les trésors. Fait que ça fit quand même bien. Forcément. Puis une fois qu'on a terminé de looter, on va aller placer nos cartes dans notre repère. Fait que dans notre repère, ils vont pouvoir activer leur pouvoir de nuit. Fait que là, il y a des personnages que eux ont le pouvoir de nuit, qui vont pouvoir s'activer à chaque tour dans notre repère. Mais là, on peut aussi prendre des trésors qui sont des épées, qui vont nous permettre de tuer le personnage dans un repère d'un autre joueur. Fait qu'il ne pourra pas activer son pouvoir de soir. Fait qu'il y a une dynamique comme ça qui va s'installer. Puis on va jouer 3 ronds. Fait qu'à chaque ronde, après chaque ronde, on va repiger des nouvelles cartes. Fait qu'on va tout le monde rajouter d'autres membres d'équipage à notre main, éventuellement. Mais ça veut pas dire que j'ai joué les mêmes personnages que les autres à la première manche. Fait que ça se peut que j'ai gardé tel personnage pour la deuxième ou la troisième manche. Fait que c'est quand même super intéressant comme dynamique. Il y a une énorme variété de personnages. Ce que j'ai aimé dans la nouvelle version, en plus du matériel évidemment qui est de qualité exceptionnelle, on a fait une track de réputation qui va être influencée par certains effets de jeu. Certaines cartes vont te permettre d'avancer ou faire des points selon ta position sur cette piste-là. Puis à chaque fois qu'il va y avoir des égalités dans ce jeu-là, parce qu'il y en a souvent, parce ça se peut qu'on ait joué le même personnage à la même ronde, puis les mêmes personnages ont les mêmes chiffres.
Fait que savoir qui active avant qui, ben on va se référer à cette charte-là. Donc cette piste de réputation-là, en plus de servir dans le jeu mécaniquement, va servir à départager les égalités entre les joueurs pour savoir qui va activer en premier avec des égalités. Alors que dans la vieille version, c'était chaque paquet de cartes avait un numéro secondaire sur chacun de tes personnages pour des égalités, mais c'était très aléatoire et c'était pas tout le temps évident. Fait que là, d'inclure ça dans le jeu, je trouve que c'est un bel ajout. Ils ont aussi simplifié beaucoup de pouvoirs de personnages. Ils ont tout ramené à l'iconographie des trésors. Fait que tous les effets qui faisaient des trucs qui avaient lien avec les trésors, ben, ils ont toute l'iconographie sur leur carte. Fait que c'est vraiment plus facile, plus simple. Donc, ils ont bien streamliné certaines règles du jeu qui étaient un petit peu moins faciles à comprendre. Fait que c'est vraiment une belle réédition. Fait qu'en plus de rendre les règles plus accessibles, de les raffiner, ils ont fait une production exceptionnelle. Fait que c'est vraiment une super édition. Il était numéro 71 dans mon ancien top 100. Il est rendu 41. Fait que c'est un des jeux qui a progressé justement. Puis cette nouvelle édition-là fait que ça lui donne un petit plus-value. Je ne l'ai pas encore, étrangement. Mais éventuellement, je devrais m'en procurer puis donner ma vieille version. Là. Mais c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Puis qui est vraiment le fun. Fait que, un petit jeu pirate. Le contraire de Kemet, donc, en termes de deuxième édition. Oui, c'est totalement le contraire, lui. C'est juste des plus, la deuxième édition, comparativement à la première. Tant mieux. Et voilà, ça conclut ce 6e segment de notre top 100. Déjà. Quand même, il commence à avoir des gros noms qui sortent. Là. Moi, j'avais plusieurs titres que je me demande moi-même comment ça qui n'était pas plus haut avant que je regarde qu'est-ce qui est plus haut. Ben c'est ça, là. On tombe vraiment dans nos préférés. Là. Fait qu'on s'attaque au top 40 dès la semaine prochaine. Yes. Fait que merci encore une fois de ta participation. Merci de l'invitation. Et vous, à la maison, ben, vous pouvez toujours laisser un commentaire sous la vidéo si vous voulez discuter des choix ou des jeux qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran là-bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre communauté Discord. On vous souhaite une excellente fin de journée. Et continue de gamer. Ciao.